You don't go slow. I don't go slow. You don't stop for red lights. I don't stop for red lights. You don't stop for pedestrians. I go against traffic. Right? I disobey every traffic law there is. Il y a quelques années, je suis allé à Los Angeles pour la première fois, et personnellement, ma façon préférée de découvrir une nouvelle ville, c'est de la parcourir à vélo, aller à un rythme lent qui permet de tomber plus facilement sur des bizarreries, des choses inattendues, comme ce type-là qui fait du roller autour de son chien, c'est rigolo ça. Sauf que, comme tout le monde me l'avait dit avant mon départ, Los Angeles, c'est pas une ville normale, c'est 12 fois la superficie de Paris, c'est une ville truffé d'autoroutes urbaines, de 2, 3, 4, 5 voies, évidemment pensées pour la voiture. Bref, c'était ambitieux de vouloir visiter la ville à vélo. Mais comme je suis un peu têtu et que j'ai aussi un peu l'esprit de contradiction, je me suis quand même préparé ce qui me semblait être un petit trajet à vélo. Alors j'ai cherché dans les archives de mon téléphone et j'ai étonnamment réussi à retrouver mon trajet exact. Il s'avère donc que j'ai fait un trajet de 51 km en 6h31, le tout avec un vélo libre-service qui s'appelle les Bike Share Metro et qui est peut-être le vélo le plus lourd et lent que j'ai conduit de ma vie et évidemment sans moteur. Bref, c'est une journée que j'ai terminée sur les rotules avec le plus gros mal de fesses de ma vie et je devais tellement avoir l'air d'être en souffrance que sur l'un des passages les plus vallonnés, un Américain en VTT s'est arrêté à côté de moi pour me proposer de me vendre son vélo pour $100 tout rond. Malgré mon grand manque de préparation, c'était quand même une belle balade qui s'est terminée sur la fameuse jetée de Santa Monica qu'on a vue et revue dans plein de films, de jeux, de clips, etc. Et du coup, en rentrant chez moi, j'étais encore un peu dans l'ambiance de Los Angeles. J'ai donc relancé GTA V, qui est quand même connu pour être une représentation assez fidèle de Los Angeles, qui a un niveau de détail sans aucune autre concurrence, et qui bien sûr possède plusieurs modèles de vélos. Et donc je me suis demandé s'il était tout simplement possible de recréer le même chemin que j'ai emprunté lors de mon véritable voyage à Los Angeles. Alors la réponse est pas si intéressante que ça, parce que GTA V change pas mal de choses par rapport à la ville dont il s'inspire, mais l'important c'était pas ça, c'était pas la géographie de mon trajet que le jeu avait réussi à retranscrire, c'était évidemment ses vibes, son atmosphère, les types de routes, les types de dénivelé aussi, la circulation, les sons de la rue et des discussions entendues à la volée, les pistes cyclables assez sommaires. Bref, GTA V réussit brillamment à retranscrire un long trajet à vélo au cœur de Los Angeles. Mais ça, c'est un type d'utilisation du vélo bien précis. C'est une seule façon d'entrevoir ce moyen de déplacement. Il y a tellement de façons d'entrevoir l'utilisation du vélo, que ce soit du VTT en forêt, de la balade en montagne, de la livraison urbaine, de la course sur route. Bref, si GTA V avait réussi à retranscrire un type spécifique d'utilisation du vélo, le jeu m'avait surtout donné envie de découvrir toutes les autres formes de bicyclette au travers du jeu vidéo. Et ça tombe bien, parce qu'en cherchant un peu, j'ai réussi à trouver tout un tas de jeux de vélo qui retranscrivent chacun une utilisation très précise de ce véhicule, et ce quasiment depuis les tout débuts de l'histoire du jeu vidéo, et je vous propose de découvrir tout ça avec moi. On commence avec ce qui est probablement le jeu le plus connu de cette liste. C'est un jeu sorti il y a maintenant plus de 40 ans et qui vient du grand-père du jeu vidéo en lui-même, Atari, qui sort en 1984 le phénomène Paperboy en borne d'arcade. Alors c'est intéressant parce que en parlant de ce jeu un peu autour de moi, on m'a beaucoup dit que Paperboy faisait partie des tout premiers jeux auxquels les gens de ma génération ont joué, quand bien même il serait sorti avant leur naissance, ce qui est mon cas. Quelques années après sa sortie sur borne d'arcade, Paperboy est porté sur à peu près tout ce qui a un écran, ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, Acorn Electron, je savais même pas que ça existait, pour enfin finir sur les consoles Nintendo, donc sur la NES en 88 et la Game Boy en 90. But I think, unless your game has been ported as an LCD video game
you have not really made it. Alors promis, je vais pas vous raconter toute l'histoire du jeu vidéo à chaque nouveau jeu de cette liste, mais si je vous parle de tout ça, c'est pour justifier une décision toute pourrie de ma part, celle de privilégier le portage NES de Paperboy. Personnellement, j'avais joué au jeu une fois quand j'avais peut-être 5 ans chez un cousin. À l'époque, le simple fait qu'un bonhomme bouge à l'écran quand j'appuie sur un bouton, c'était de la science-fiction. Donc, tout le reste de ma vie, je me suis dit que cette version Nintendo était en quelque sorte la version de base. Un peu comme quand on parle de Flashback, on pense souvent à la version Mega Drive, alors qu'il existait des versions plus avancées, même à l'époque. Et effectivement, si on compare cette version NES à la version arcade, ouais, ça fait mal, on a la moitié des animations, les sprites sont parfois un peu brouillons, avec des couleurs un peu bizarres. D'ailleurs, la casquette de notre personnage est bizarrement jaunâtre là, alors que celles de la barre de vie sont rouges. Mais dans le journal, au début du jeu, elle est bleue, et sur la borne d'arcade, elle est rouge et jaune. Je vais pas essayer de trouver une logique là-dedans, mais en tout cas, sachez que je vais baser mon expérience sur l'une des pires versions de ce jeu. Allez, dernier petit point d'histoire et après on parle du jeu en lui-même, mais la légende raconte que c'est en 1983 que Dave Ralston, l'un des développeurs chez Atari, propose le concept d'incarner un paperboy, donc une sorte de facteur, généralement un jeune garçon, directement embauché par les magazines pour distribuer des journaux aux abonnés, dans un jeu d'arcade fait en quelque sorte pour aller à contre-courant d'un peu tout ce qu'il se faisait ailleurs. À l'époque, les grands succès d'Atari, ce sont plutôt des choses qui se passent dans l'espace, avec le moins de couleurs possible et pas trop de détails pour que ça reste compréhensible pour le joueur. Donc Dave débarque en réunion avec ce dessin. Dave showed us this idea for a kid riding down the street, delivering papers on a single transparency for an overhead projector. PowerPoint was years to come later. Et vraiment, le fait qu'on ait aujourd'hui encore accès à ce dessin, à cette première idée, je trouve ça juste fabuleux et il y a quelque chose de presque émouvant de voir un tel phénomène de pop culture qui vient directement de ce dessin-là. Et en plus, un dessin qui réunit déjà l'essence même du jeu. On a déjà la vue isométrique inspirée du jeu Sega Zaxxon, sorti 2 ans plus tôt, les boîtes aux lettres, les voitures qui nous foncent dessus, le skateboarder. Bref, le côté évocatif de ce dessin, ça me parle énormément et je trouve que sa clarté, que la narration qu'il y a derrière ce premier brouillon explique énormément pourquoi j'ai autant aimé le résultat final. Paperboy est donc un autorunner puisque notre vélo avance tout seul et dans lequel on doit survivre une semaine entière en tant que facteur à passer tous les jours dans la même rue. En début de journée, une carte nous montre la liste des maisons des abonnés, une liste générée aléatoirement à chaque fois qu'on recommence une partie, à qui on doit livrer un journal dans la boîte aux lettres ou au niveau de la porte d'entrée, et aussi la liste des maisons non abonnées à qui on a le droit de péter les vitres et de renverser les poubelles. Alors je me souviens d'une rumeur qui disait qu'en pétant les vitres des non abonnés, ils prenaient peur et s'abonnaient le jour suivant, et même si ça aurait été extrêmement drôle de harceler les gens tellement fort qu'ils s'abonnent à un magazine, c'est malheureusement faux, ou en tout cas ça l'est sur la version Nintendo. Mais pour le coup, il existe une façon de gagner des abonnés, c'est de faire une journée parfaite en réussissant à livrer toutes les personnes qui sont abonnées à notre magazine. Peu importe que le jeu ait plus de 40 ans, moi je trouve la boucle de gameplay toujours aussi accrocheuse. On apprend au fil des runs à anticiper les obstacles, à maîtriser les mouvements de notre personnage, à mieux calculer le lancer des magazines aussi, puisqu'on peut accélérer et ralentir sur notre vélo, ce qui impacte l'angle du lancer. Et d'ailleurs, ce sont les magazines qui nous permettent d'interagir avec le monde, donc casser des vitres, ralentir les chiens qui nous poursuivent, etc. Mais ils sont en quantité limitée, donc faut quand même gérer son stock et pas juste les balancer à l'infini. Chaque journée se termine par un petit niveau bonus très sympa, une sorte de course d'obstacles qui permet d'engranger des points en faisant tomber ces cibles là. Alors évidemment, les points c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus que pour être numéro 1 sur le tableau des scores, il suffit de passer le 2e jour, mais réussir à survivre la semaine entière, c'est un énorme challenge que pour l'instant j'ai toujours pas réussi à surmonter. Le mieux que j'ai réussi à faire, c'est atteindre le vendredi, et j'ai déjà eu l'impression de surmonter un obstacle infranchissable. Attends, là c'est que le report. Ah, y'en a qu'une seule qui a cancel. Trop bien.
Il est trop bien ce jeu. Donc c'est aujourd'hui encore extrêmement agréable à manier et le rythme a totalement ce petit côté addictif des jeux d'arcade de cette époque dans lesquels on progresse très rapidement. Et même la vue isométrique, qui généralement me fait un peu peur dans l'appréciation des distances, s'apprivoise très rapidement et les décors ont pas mal de lignes de fuite là, un peu partout, pour toujours qu'on arrive à se repérer dans l'espace. Le seul petit détail auquel j'arrive toujours pas à m'habituer, même après une dizaine d'heures de jeu, c'est la distance sur la gauche des obstacles. Comme ici là avec cette barrière qui m'a fait tomber, alors que même en revoyant les images à froid, je trouve qu'on a vraiment l'impression que je passe à côté de cette barrière. Quoi ? Salut la tornade. Oh non, j'ai fait pareil que tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Oh putain, et cette barrière à chaque fois je crois que je passe et en fait non. Alors outre cette petite approximation de gameplay, la difficulté de Paperboy elle vient évidemment des obstacles que propose le jeu. Mais ces obstacles sont pas là uniquement pour augmenter la difficulté de Paperboy, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient suffisamment créatifs pour donner l'impression de raconter quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a comme obstacle ? On a des méchants qui font du skateboard, des breakdancers, des gens qui travaillent, la mort. C'est d'autant plus rigolo qu'à la base, les développeurs avaient prévu que les obstacles soient un peu moins ancrés dans la réalité que ce qu'on a dans le jeu final, mais les playtests ont révélé que les gens n'appréciaient pas plus que ça ce côté fantasque, qu'ils préféraient le côté comique terre-à-terre de lancer des journaux au visage de vieilles dames, et pour moi c'est vraiment tout bénef. Ce que j'adore dans Paperboy, c'est sa volonté d'ancrer son gameplay comme son univers dans quelque chose de très réel, de très proche, avec des enjeux dans l'absolu peu élevés, mais qui joue avec notre quotidien de façon presque un peu coquine, un peu comme des cases de BD dans un magazine hebdomadaire qui va parodier la vie quotidienne d'une famille de banlieue américaine. D'ailleurs, la version arcade commence avec cette voix digitalisée d'une émission radio qui embrasse totalement l'absurdité de la situation, tout en faisant l'éloge de notre personnage. You may not like the news, but you have to admire the person who delivers it. Paperboy, risking his life for the public's right to be informed. Paperboy rides the sidewalk of this land, delivering papers. Et ça me permet de passer à la question qui nous intéresse. Est-ce que Paperboy nous donne l'impression de faire du vélo ? Et pour être honnête, dans sa version console, on peut pas dire que les contrôles fassent vraiment beaucoup d'efforts pour simuler le mouvement d'un vélo. Notre bicyclette avance toute seule, il n'y a aucune inertie liée au virage, le fait d'accélérer ou freiner se fait en appuyant sur haut ou bas, donc pas de simulation de pédale ni de frein de vélo, donc on ressent pas vraiment l'envie de nous donner l'impression d'être en train de manipuler un véhicule propulsé par notre force humaine. Mais ça c'est uniquement vrai sur console de salon, parce qu'on le rappelle, à la base Paperboy c'était un jeu sur borne d'arcade, et l'un des gros arguments qui permettait d'attirer les joueurs sur les bornes, c'était leur design en eux-mêmes, les bornes en forme de voitures, de motos et autres. Et pour Paperboy Arcade, regardez-moi cette petite merveille avec son guidon de vélo qui permet non seulement de tourner à gauche et à droite, mais aussi d'accélérer et freiner. Alors j'aurais bien aimé vous dire que c'est probablement le meilleur contrôleur de jeu de vélo de tous les temps, et qu'on n'a jamais fait mieux, sauf que au moment où j'écris ces lignes, j'ai déjà joué à tous les jeux de cette liste, donc je peux vous dire que non, clairement il y a des trucs de ouf qui arrivent un peu plus tard, et auxquels je m'attendais vraiment pas du tout, donc soyez patients. This isn't an ordinary exercise machine. In fact, it makes ordinary exercise machines obsolete. Paperboy n'est pas le tout premier jeu de vélo de tous les temps. Il est au minimum battu de quelques mois par BMX Racers sur Commodore 64, que je n'ai pas inclus dans cette vidéo parce que, regardez les images, je pense pas avoir quelque chose de très pertinent à dire là-dessus, mais ça reste un morceau d'histoire vidéoludique, et c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui soient passés sous mon radar, mais Paperboy, ça reste un vrai condensé de toute la créativité d'Atari dans sa période arcade des années 80. Maintenant qu'on a redécouvert l'un des plus grands monuments de toute l'histoire du jeu vidéo, et je pense le jeu le plus connu de cette liste, il est temps d'enchaîner avec un autre jeu dont pour le coup j'avais absolument jamais entendu parler.
Cycle Race Roadman Gekisu Nihon Ishu 4000 km, qu'on pourrait plus ou moins traduire par la furieuse course de vélo sur route première classe du Japon 4000 km, est sorti en 1988 exclusivement sur la NES et comme vous pouvez vous en douter n'est pas sorti du Japon. Cycle Race Roadman, comme on va l'appeler, est donc développé par le studio japonais Advanced Communication Company, un nom assez étrange qui donne l'impression que c'est une boîte de télécom, mais qui a quand même bossé sur pas mal de projets jeux vidéo entre 87 et 93, des jeux de sport de tout genre, du golf, de la pêche, du vélo donc, mais aussi le tristement célèbre Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui est redevenu connu grâce à la fameuse vidéo du Angry Video Game Nerd. You walk around punching people and throwing shit, and then for no reason you just die. Lightning will strike like real spontaneous, and you're dead. And then the game's over. Mais aussi sur des projets un petit peu plus prestigieux. Ils ont notamment été en support du premier épisode de la série de RPG Is, ainsi que développeur principal de Super Godzilla sur Super Nintendo, un jeu que j'ai toujours trouvé meilleur que sa réputation ne laisse penser, d'autant plus que c'est de là que vient ce fameux screenshot qui a pas mal tourné sur internet il y a quelques années, où on voit une femme dire « Vas-y, détruis le quartier des finances Godzilla, rends le peuple heureux », ce qui me fera toujours beaucoup rire, et qui possède des cutscenes vraiment très très cool pour de la Super Nintendo, surtout si vous êtes fan de Godzilla, c'est vraiment un kiff. Cycle Race Roadman est donc l'un des tout premiers simulateurs de cyclisme sur route professionnel dans lequel le but est de faire un tour du Japon, donc sur 4000 km, en choisissant parmi 5 personnages au sein de 4 équipes différentes, donc un total de 20 personnages jouables. Le jeu n'a qu'un seul mode, c'est le mode Tour du Japon, donc pas d'entraînement ou de course unique. Au sein des courses, le but est évidemment d'essayer d'atteindre la première position, mais les étapes ne se déroulent pas tout à fait en temps réel. En fait, c'est un mélange de temps réel où on doit vraiment tourner notre vélo pour bien prendre les virages et éviter les adversaires, et aussi un petit peu de gestion. En gros, lorsqu'on appuie sur la touche A, notre personnage met un coup de pédale. Donc on serait tenté d'appuyer dessus le plus vite possible pour qu'il pédale plus rapidement que ses adversaires, mais évidemment il a une jauge d'endurance limitée et qui ne se re-remplit pas lorsqu'on arrête de pédaler. Donc techniquement, la jauge qu'on voit ici va servir à l'intégralité de l'étape en cours. En plus de ça, une fois qu'on a atteint notre vitesse maximale, le fait d'arrêter de pédaler ne fait pas tout de suite ralentir le vélo, comme dans la vraie vie, et reste quelques secondes à une vitesse plateau, simulant donc l'inertie d'un vélo. Donc ça rajoute encore une part de stratégie, en plus des montées et descentes qui ont un vrai impact sur notre vitesse et notre endurance. Et l'autre partie stratégique de la course, ce sont nos coéquipiers qui ont chacun une fonction différente. D'une part, ils ont tous leur propre power-up, donc certains nous rendent plus rapides, d'autres nous font gagner de la mobilité, d'autres nous font réparer notre vélo, etc. Et d'autre part, rencontrer un coéquipier nous permet de nous coller à lui, comme du vrai cyclisme, encore une fois, incroyable. Et il me semble pas qu'on aille plus vite. Par contre, si on percute un autre coureur, eh bien c'est notre coéquipier qui se sacrifie et tombe à notre place. Et tout ça, ça donne un vrai sentiment de camaraderie au sein de notre équipe. Une équipe qui a étonnamment beaucoup de personnalités. Les 4 équipes disponibles sont liées à 4 pays différents. On a donc les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon. Des pays clairement pas choisis au hasard. Évidemment, la France et l'Italie ont 2 des plus grands tours du cyclisme mondial, avec un petit point bonus pour l'Italie qui possède ce petit côté romantique du cyclisme professionnel. D'ailleurs, c'est tout le concept du film La Bande des 4 de Peter Yates, sorti en 79. L'histoire d'un cycliste amateur dans un petit village aux États-Unis, avec un personnage qui rêve des cyclistes italiens et en parle comme si c'était un peuple mythique qui viendrait d'une légende lointaine. C'est très mignon. Il m'a dit que les Italiens allaient venir bientôt chez nous. Je courrai avec les meilleurs, des Italianos.
Ils chantent comme des rossignols et ils volent comme des aigles. Parmi les autres équipes, on a évidemment le Japon, hein, c'est un jeu japonais avant tout, et pour finir, les États-Unis. Alors, même si c'est un grand pays du cyclisme avec pas mal d'athlètes qui ont été très très forts, la présence des États-Unis me fait me dire qu'il a dû être prévu à un moment de sortir le jeu en dehors du Japon, d'autant que le jeu est intégralement en anglais, donc j'ai eu aucun souci de compréhension pour y jouer. Alors déjà, avoir des pays comme équipe, ça m'a immédiatement donné une dose d'immersion dans le jeu. Je pense que ça aurait pas été aussi évident pour moi, hein, qui suis pas japonais, si les équipes avaient des noms de villes japonaises par exemple, mais personnellement je pense que je suis tombé amoureux du jeu à l'instant exact où j'ai choisi un pays pour ouvrir le menu de sélection du personnage. Team France, on ne... Pardon. Les gueules avec les noms. C'est le panthéon de l'humour pour moi, ça. Regardez-moi ces gueules. Personnellement, je trouve ça vraiment fantastique de constater à quel point les développeurs ont réussi à donner autant de personnalité à des cyclistes dans un jeu de vélo sur Nintendo. Et en plus, chaque pays a ses propres personnages avec ses propres noms et ses propres stats, et leur design est tout droit tiré d'un animé sportif. On a les Américains avec leur allure de champion d'athlétisme. On a la team Italie qui ont évidemment tous des casquettes de cyclisme comme à la grande époque. Encore une fois, on a la même chose dans la bande des 4. Ensuite, on a bien sûr les Japonais qui ont plutôt des têtes de protagonistes d'animé un peu plus classiques, on va dire, excepté Yumin et sa phénoménale mâchoire. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec les Français. Donc on a Pierre, Claude, Doria et Michel. Et là, je vais vous demander de bien vous asseoir parce que je vais vous révéler ce qui est probablement le plus grand character design d'un personnage français de tous les temps. Nicole. Comment ne pas être admiratif de cette tronche incroyable, de ce sourire en coin, de ce menton absolument stratosphérique. Honnêtement, je pourrais m'arrêter à ce menu de sélection de personnages et mettre 10 sur 10 au jeu. Je suis vraiment trop amoureux de ces designs. Bon voilà, malheureusement la fête est finie, hein, puisqu'on reverra pas ces designs plus tard dans le jeu, si ce n'est notre personnage qui lui apparaît entre les étapes. Donc évidemment, je vous conseille de choisir Nicole, hein, pour avoir un petit rappel de ce visage angélique entre chaque course. Je dirais que le truc un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas les noms des coureurs pendant les étapes. Comme on l'avait dit, de temps en temps on croise des coéquipiers et puis on dépasse très régulièrement des adversaires, et ça aurait été sympa de savoir qui court avec nous et qui on dépasse sur la route, d'autant que le classement général évolue à la fin de chaque étape et que ça crée de fait des rivalités et des concurrences de façon émergente. Mais évidemment ça ne gâche rien, Cycle Race Roadman est une magnifique découverte, un jeu plein de personnalité avec une mécanique extrêmement bien huilé, et on n'en a pas parlé, hein, mais visuellement j'apprécie aussi beaucoup sa clarté, son élégance, son sens du détail aussi, hein, avec des écrans de fin de course différents selon où se trouve l'étape au Japon. Et d'ailleurs dans les courses elles-mêmes, les environnements changent aussi selon la géographie. On a aussi des petits moments émergents où d'autres coureurs se cassent la gueule, hein, près de nous. La musique aussi, hein, qui fait très Megaman, hein, et qui a vraiment du punch. Et surtout, c'est le tout premier jeu de cette liste qui a une vraie mécanique de vélo. Alors ok, c'est juste appuyer sur A pour faire un coup de pédale, mais c'est une mécanique propre au vélo dont on retrouvera une variante plus tard dans GTA San Andreas et GTA V, hein, notamment. La période NES a donc été une super belle surprise entre un Paperboy intemporel et un Cycle Race Roadman aux ambitions assez impressionnantes, mais malheureusement on peut pas trop en dire autant de la génération suivante. Déjà sur Mega Drive, à part un portage de Paperboy et un Paperboy 2 pas terrible, on n'a aucun jeu de vélo. Et sur Super Nintendo, c'est un chouïa plus fourni, avec au total 2 jeux de bicyclette, mais qui sont tous les deux assez bizarres.
Le premier, c'est Unirally, sorti en 94, qui est notable pour deux choses. La première, c'est qu'il a été développé par DMA Design, donc les futurs développeurs de GTA, et la seconde, c'est que c'est pas tout à fait un jeu de vélo, parce que c'est un jeu de monocycles qui ont leur propre conscience. C'est un peu le Cars des monocycles, qui est une phrase que je ne pensais pas dire un jour dans ma vie, et je dis pas ça à la légère parce que dans le manuel, il y a tout un lore autour de ce monde constitué uniquement de monocycles. Une histoire de dieu du monocycle qui essayait de séduire une déesse du monocycle et donc il crée une gigantesque compétition de monocycles pour la divertir. Évidemment c'est totalement absurde et c'est l'idée, vu que le manuel est bourré de petites blagues assez créatives et quelques illustrations vraiment rigolotes comme cette manette de Super Nintendo avec des monocycles qui appuient sur les boutons ou ce chronomètre là qui représente les différents trophées qu'on peut avoir selon le temps qu'on a fait en jeu. Bon, malheureusement je suis pas très fan du jeu en lui-même, Déjà les monocycles en 3D précalculés à la Donkey Kong Country, je trouve pas ça hyper élégant. Les arrière-plans des menus sont assez désagréables, les décors pendant les courses manquent un peu de cohérence et quand on commence une course on a une horrible animation avec un enchaînement de couleurs. Alors je vous le mets en tout petit là pendant très exactement 5 secondes pour éviter les crises d'épilepsie, mais je trouve ça absolument atroce. Oh! Regardez là sur ma webcam mon bureau entier est éclairé par cette lumière stroboscopique, franchement c'est une tentative de meurtre à ce niveau-là. Le jeu est plus ou moins un contre-la-montre géant dans lequel les tricks sont très importants pour garder une forme de momentum, ce qui veut dire que très rapidement ne pas maîtriser les tricks bloque violemment la progression. Donc je suis pas allé très loin parce que moi je suis plutôt nul avec les tricks, une information qui va probablement revenir souvent dans cette vidéo. Bref, je suis pas très fan de Unirally, même si le concept reste rigolo, donc pourquoi pas tester sur un tout petit écran pour ne pas risquer de mourir. Dans le contexte de cette vidéo, il a quand même quelque chose pour lui, c'est que c'est le seul jeu de cette liste avec un scrolling horizontal, donc ça vaut ce que ça vaut, mais on garde l'info pour la postérité. L'autre jeu de vélo sur Super Nintendo, c'est Mountain Bike Rally, qui est peut-être le jeu le plus bizarre de cette liste, et je viens de parler d'un jeu avec un dieu monocycle, donc c'est pas peu dire. Mon contact avec le jeu a été extrêmement laborieux. C'est un jeu de course en mode 7, donc techniquement le premier jeu en 3D de cette liste, avec des graphismes franchement un peu dégueux, un framerate compliqué, qui essaye d'être un mélange entre un jeu de course classique à la Top Gear et un jeu agressif plus proche d'un road rash, avec la possibilité de mettre des coups à ses adversaires. Mais ce qui m'a le plus dérouté, c'est la façon de tourner de notre personnage, qui est un mélange très bizarre entre de la direction manuelle classique et de l'aide à la direction, un peu comme ce qu'on retrouve dans Mario Kart 8 avec l'option qui nous empêche de dépasser les limites du circuit. Ça m'a tellement dérouté que je suis allé jeter un œil au manuel, voir si j'avais raté quelque chose. Alors effectivement, j'avais raté quelque chose, et quelque chose de primordial, et pour en parler, il faut parler un peu du nom du jeu. Mountain Bike Rally ne s'appelait pas comme ça à la base. Lors de sa première sortie en 94, il s'appelait Cannondale Cup, donc en partenariat avec la marque de vélo américain Cannondale, mais en 95, le jeu sort à nouveau, change de nom, puisqu'il s'appelle désormais Exertainment Mountain Bike Rally, et il est désormais édité par Life Fitness. Donc évidemment, je me suis demandé, ça sort d'où le Exertainment ? Et c'est dans le manuel que j'ai eu la réponse. En fait, l'Exertainment, c'est un vélo d'appartement créé par Life Fitness, donc le nouvel éditeur de Mountain Bike Rally, et qui est compatible avec la Super Nintendo. Il suffit donc de vous procurer ce magnifique vélo d'appartement Life Fitness, le connecter à votre Super Nintendo et bim, votre jeu Exertainment Mountain Bike Rally devient un coach virtuel avec ce grand gaillard là qui va analyser vos
vos exercices et vous en proposer des nouveaux. Bien sûr, il est possible de jouer au mode de jeu classique avec le vélo d'appartement, et d'un coup on comprend mieux pourquoi cette version du jeu est aussi étrange à contrôler avec une manette. C'est tout simplement parce que le gameplay est adapté à ce vélo qui a des contrôleurs intégrés à son guidon et qui ont l'air incroyablement inconfortables d'ailleurs, et une vitesse adaptée aux pédales. Alors la découverte est incroyable déjà, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est cette publicité de 12 minutes qui nous présente le vélo d'appartement et la connectivité avec Mountain Bike Rally, qui est juste le truc le plus ricain que vous avez vu de votre vie. Now you can eliminate the boredom, make time fly, and have fun while you exercise with the Exertainment system from Life Fitness. With the mountain bike rally game, I get so into the race, I actually forget I'm exercising. After Christopher was born 2 months ago, I still had 15 pounds I had to lose. Riding the Exertainment system, I actually had fun working out. I already lost 10 pounds. Bizarrement, il n'y a que 2 jeux compatibles avec ce vélo d'appartement. Alors le premier c'est bien sûr Exertainment Mountain Bike Rally, et le second c'est Speed Racer in My Most Dangerous Adventures, tiré du dessin animé du même nom, dans lequel on incarne Speed Racer qui est dans sa voiture quoi. Donc ça me paraît très étrange de contrôler une voiture qui va à 700 km/h avec un vélo en plastique, mais bon, pourquoi pas. Bref, Mountain Bike Rally c'est vraiment pas terrible, mais l'histoire derrière elle valait vraiment le coup que je teste, et c'est là-dessus qu'on peut conclure l'étrange période vélo de la Super Nintendo et se lancer dans la période PS1 avec une trilogie que j'ai trouvée absolument fascinante. La trilogie des Extreme Games est particulièrement intéressante, notamment parce qu'elle comporte l'un de mes jeux préférés de toute cette vidéo, mais aussi l'un de ceux que j'aime le moins. Ce premier épisode est développé par Sony Interactive Studio America, qui fusionnera par la suite avec 989 Studios à la fin de l'ère PS1, et qui a une histoire un peu compliquée entre fusion, séparation, changement de nom. Bref, le studio existe encore aujourd'hui, mais ses développeurs se sont un peu éparpillés dans d'autres studios de Sony au fil du temps. Mais dans les années 90, c'est un studio de développement et d'édition très prolifique tout au long de la génération PS1. Principalement connu pour avoir édité les fantastiques Siphon Filter, donc de très gros succès de la PS1. De ce que je sais, c'est un studio qui a plutôt bonne réputation tout au long de la génération, sauf pour des fans très spécifiques, ce sont les fans de Twisted Metal. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les 2 premiers Twisted Metal ont été développés par Single Track Entertainment, avec notamment comme directeur créatif David Jaffe, donc le créateur de God of War, et son compagnon de toujours jusque dans les années 2010, Scott Campbell, qui joue d'ailleurs son propre rôle dans les cutscenes du premier Twisted Metal. Mais en 97, le studio se fait racheter par GT Interactive, alors que les droits de Twisted Metal, eux, ils appartiennent toujours à Sony. Et comme les 2 premiers épisodes ont été d'énormes succès, Sony décide de refiler Twisted Metal 3 et 4 à un autre de ses studios, le fameux 989 Studios, qui reprend donc la licence à son compte et change pas mal de choses, notamment au niveau du ton, un petit peu plus cartoon et moins violent, ce qui a pas mal déplu aux vrais gros fans hardcore de Twisted Metal qui considèrent encore les épisodes 3 et 4 comme des faux Twisted Metal en quelque sorte. Au point où David Jaffe lui-même a souvent dit qu'il était plutôt d'accord avec ça. After Twisted Metal 2, another entirely different group began working on Twisted 3 and Twisted 4, and their take on the game was different than ours. Most people felt that the third and fourth installments of Twisted Metal did not live up to its predecessors. Et cette histoire, elle a étonnamment 2 liens avec notre thème du jour, puisque d'un côté, GT Interactive, qui, on le rappelle, ont racheté les développeurs de Twisted Metal 1 et 2, finira par se faire racheter par Infogrames, qui eux-mêmes finiront par se faire racheter par Atari, donc bim, un lien avec Paperboy. Et en plus de ça, Scott Campbell, qui était producteur sur les 2 premiers Twisted Metal, sera également producteur sur un autre jeu qu'on va aborder un petit peu plus tard. Bref, le Bicyclette Cinematic Universe se met doucement en place. Alors
personnellement, hein, j'ai joué à tous les Twisted Metal l'année dernière, et même si je comprends qu'on puisse être déçu par la tournure plus cartoon des épisodes 3 et 4, je les trouve quand même plus maniables que les deux premiers, et en plus, dans le 4, on a Rob Zombie en personnage jouable, c'est assez fantastique. Mr. Zombie, you've just won the Twisted Metal Tournament, with skills unmatched by any contestants, with fiery power unparalleled by any other being. Bref, vous m'excuserez cette longue introduction, mais c'était juste pour dire que je partais plutôt confiant sur cette ESPN Extreme Games et ses développeurs 989 Studios, malgré le fait que, je suis désolé, c'est pas un jeu de vélo. Bon, en fait, si, c'est un jeu de vélo, mais c'est pas que un jeu de vélo, puisque c'est un jeu de course avec 4 véhicules jouables, du skateboard, du roller, de la street luge et évidemment du VTT. Et tout le concept du jeu, c'est que tous ces véhicules sont mélangés dans une même course. Donc évidemment, dans le cadre de ce marathon de jeux de vélo, j'ai tout fait avec un VTT. Mais c'est assez impressionnant de voir des courses avec toutes sortes de véhicules, avec les street luges qui sont au sol, les skateboarders là et les rollers qui sont debout, les cyclistes eux qui sont assis, dans des courses totalement bordéliques qui m'ont immédiatement rappelé le chaos ambiant des MotorStorm. Ce qui est pas pour me déplaire, parce que moi MotorStorm c'est l'une de mes séries de jeux vidéo de course préférées. Mais évidemment là on est plus de 10 ans avant MotorStorm, donc tout est plus primitif, notamment parce que là on est au tout début de la PS1. Et c'est quelque chose qui se ressent quand même pas mal visuellement je trouve. Les modèles des personnages sont comiquement laids, la plupart des éléments dans le monde 3D sont des sprites, la cinématique d'intro est assez moche là, avec son filtre rouge et bleu hyper chelou, mais quand même on est au balbutiement de la 3D dans le jeu vidéo, donc je me permets d'être indulgent, d'autant que les menus, même s'ils sont pas très beaux, ont plein de petites animations mignonnes, comme quand on passe d'une pièce à l'autre là pour choisir son équipement, et qu'on passe d'une télé à l'autre, ou encore ces sympathiques petits moments en FMV avec la présentatrice Suzy Colbert qui nous introduit à l'environnement qu'on vient de choisir. Rome. Oh man, you're gonna need stamina for this one. And forget the scenery. Too many curves to test your handling. Utah, lots of beautiful scenery and mountains, but look for shortcuts and you'll end up in an old ghost town. Et malgré ce côté un peu vieillot, mes premiers instants avec le jeu m'ont immédiatement conquis. Visuellement, on peut pas dire que ce soit vraiment beau, mais j'ai tout de suite eu la sensation de jouer à une version améliorée d'un jeu super scaler, donc pas tout à fait de la vraie 3D on va dire, ce qui donne un petit cachet à la Outrun ou Hang-On par exemple. Bien aidé par le fait que le jeu semble tourner à 60 images par seconde dans sa version américaine, donc c'est plutôt agréable d'entrée. En plus de ça, dès les premières secondes, j'ai pu avoir l'expérience du potentiel comique de ce jeu en mettant immédiatement un coup de pied à un type sur sa luge là, c'est vraiment excellent. Hop, c'est parti. Oh, regardez-moi ces gros nuls en longboard. Hop. Hey, dégage vermine. Alors j'ai mis quand même quelques heures avant de maîtriser le gameplay, qui est quand même plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Pour accélérer à vélo, il y a globalement deux mécaniques. La première c'est de maintenir le bouton croix permettant de pédaler, qui ne consomme pas la jauge d'endurance, mais qui nécessite qu'elle soit pleine et qui descend quand on se prend des obstacles. Par contre, il est étrangement impossible de pédaler pendant les virages, ce qui est super perturbant dans un premier temps. Et donc pour pallier ce souci, la seconde façon d'accélérer c'est de se baisser avec la touche carré, qui permet dans les descentes et dans les virages de largement dépasser la vitesse maximale qu'on peut atteindre juste en pédalant. Donc pour faire simple, le jeu nous demande de pédaler en montée et de se baisser pour prendre une position plus aérodynamique en descente et sur du plat. En plus de ça, on a une mécanique pour faire un virage plus serré qui nécessite de maintenir la touche bas plus une des deux directions, ce qui peut sembler de prime abord pas très intuitif, mais en fait j'ai réfléchi à ça en faisant du vélo l'autre jour. Oui, je pense à ESPN Extreme Games sur PS1 en faisant du vélo, ce qui fait de moi quelqu'un de tout à fait normal, et effectivement ça peut être logique de déplacer son centre de gravité vers l'arrière pour faire un virage serré et bien se pencher sur son vélo. Donc on va dire qu'il y a quand même une certaine logique là-dedans.
Et tout ça, ça donne quelque chose de vraiment intense et immersif, je trouve. Effectivement pas hyper facile d'accès, mais une fois que j'ai compris les concepts que je viens de vous expliquer là, j'ai vite évolué et réussi rapidement à avoir des classements pas trop dégueulasses. Et même pendant ma période d'apprentissage, l'énorme bordel ambiant que créent ces 16 coureurs en même temps sur 4 types de véhicules différents amène des situations sérieusement dignes de Tex Avery. Moi, je maîtrise pas encore le truc de se baisser. Oh putain. Ah, il va me défoncer. Oh, il a essayé. Chais. Le mode principal est donc un championnat de 12 courses, et même si le jeu n'a que 5 maps différentes, elles varient un tout petit peu la deuxième fois qu'on les pratique, avec notamment des obstacles positionnés différemment. Et alors j'ai fait ce championnat plusieurs fois en mode facile, et j'ai incroyablement galéré à atteindre ne serait-ce que la 5ème place, chose à laquelle je m'attendais, parce que le manuel du jeu en lui-même nous dit de commencer avec le mode facile parce qu'il est déjà bien difficile, et que ça va nous prendre, je cite, un long moment avant de réussir. Et effectivement, en 8 heures de jeu, je suis clairement pas au niveau du mode moyen. Ah, et à ce propos, vous vous rappelez de la dame sympa qui nous présentait les courses un petit peu plus tôt là ? Et gros twist, en fait, c'est un des personnages les plus méchants de tous les jeux vidéo, surtout si on est nul à ESPN Extreme Games. En effet, à la fin de chaque course, elle nous donne un peu son avis sur notre performance, et je pense très sérieusement que je me suis jamais fait autant vanner de ma vie. Here's a little hint. Try it with your eyes open. You are so slow, you'd lose a race with continental drift. Congratulations, we have a new definition for slow. You! What do you mean? This one didn't even finish the race? What a loser. I don't have time for this. Sauf que au fil du temps, je commençais à monter un peu dans le classement, donc je me suis dit qu'elle deviendrait un peu plus sympa, et franchement, non, c'est même encore pire, même en arrivant deuxième, elle est absolument horrible. Right now, you're just part of the pack. A faceless number. Anonymous. Some people would be embarrassed by a run like that. You probably won a freaking trophy. A little advice for next time? Try finishing ahead of the other racers. Bon, à part le fait qu'on se fasse insulter gratos par une inconnue, moi, cette ESPN Extreme Games, je trouve qu'il est une énorme réussite. Franchement, c'est pas très beau, mais c'est hyper fun, et la courbe de progression reste super impressionnante au fil des heures. Et puis, les courses sont bourrées de détails trop mignons que j'adore là, comme ce tram là qu'on doit éviter à San Francisco, les vêtements qui sèchent entre les bâtiments à Rome, le train de marchandises qui passe sur un pont dans le désert, et même de l'écho quand on passe dans les canyons de l'Utah. Ce détail-là, il est particulièrement impressionnant, je trouve. Non, franchement, il est trop cool ce jeu, et d'ailleurs, c'est un énorme succès commercial, sur sa première année. ESPN Extreme Games, c'est le jeu édité par Sony le plus vendu sur PS1 l'année de sa sortie. Bon, la seule source que j'ai trouvée de ça, c'est sur un encart d'Electronic Gaming Monthly de 1996, qui ne cite pas ses sources, donc très honnêtement j'ai un petit doute, mais j'imagine que ça a été quand même un petit succès. Et c'est ça qui rend sa suite particulièrement décevante. Too Extreme sort un an plus tard, en 1996, avec les mêmes développeurs, et a priori, si vous avez jamais joué à la série et que je vous montre des images isolées, vous aurez probablement un peu de mal à différencier lequel est ESPN Extreme Games et lequel est Too Extreme. Mais contre toute attente, il y a quelques différences fondamentales entre les deux jeux qui rendent cette suite, pour moi, beaucoup moins enthousiasmante. Alors au niveau des sports disponibles, on retrouve à nouveau le roller, le skateboard et le vélo, mais à la place de la street luge, on a l'apparition en grande pompe du snowboard, qui était évidemment le gros argument de cette suite. Et effectivement, à première vue, ça peut être cohérent. On est sur une série de sports extrêmes et le snowboard en 95 est à son pic de popularité. Par exemple, entre 85 et 90, le pourcentage de pistes snowboardables aux États-Unis est passé de 7% à quasiment 100%. Et cette popularité a abouti à la participation du snowboard aux Jeux Olympiques d'hiver de 98. Dans l'absolu, je comprends l'inclusion du snowboard dans un jeu de sport extrême.
Mais pour moi, il y a un gros problème dans sa présence, et c'est quelque chose qui m'a questionné avant même de lancer Too Extreme, puisque c'est lié au point que j'appréciais le plus dans ESPN Extreme Games. Le mélange des véhicules, le gros foutoir entre les différents sports sur une même course, et l'absurdité de voir des vélos faire la course contre des luges ou des rollers dans des sports qui mettent l'emphase sur la possibilité de les pratiquer de façon urbaine, dans la rue. Et d'ailleurs, le titre japonais du premier épisode, c'est ESPN Street Games, donc ça prouve bien que la rue fait intégralement partie de l'identité du premier épisode. Donc maintenant qu'on a un des sports qui ne se pratique pas sur une street, donc dans la rue, comment les développeurs ont-ils réussi à mélanger ces 4 activités dans une même course ? Eh bien, pas. Ils n'ont pas réussi à le faire, et maintenant, à cause de l'inclusion du snowboard, chaque sport est séparé dans sa propre map dédiée. Vous imaginez pas ma déception au moment où j'ai réalisé qu'on ne pourrait plus mélanger les véhicules. En fait, si, vous pouvez l'imaginer, parce que j'ai littéralement un enregistrement de mon désarroi. Bah ouais, là, il y a que des cyclistes. Ah ouais, du coup, maintenant, tu peux plus mélanger les véhicules ? C'est méga triste. Le jeu n'a maintenant plus que 4 environnements différents, représentant l'une des 4 catégories de véhicules. Donc l'Afrique avec ses éléphants et ses zèbres est exclusive aux vélos, Las Vegas avec ses casinos est exclusive aux rollers, Los Angeles accueille le skateboard et les montagnes japonaises sont exclusives au snowboard. Alors je vais quand même commencer par le positif, c'est que le snowboard est très agréable à contrôler, il a des mécaniques un petit peu différentes des autres véhicules. Les animations de notre personnage sont assez rigolotes et vachement fluides, et les 3 courses au Japon sont vraiment très jolies et variées, avec une belle vue sur le mont Fuji, des tunnels vastes et peuplés de public, des décors travaillés, etc. Donc très honnêtement, si vous êtes fan de snowboard, je vous conseille de tester les courses de Too Extreme, c'est vraiment très sympa. Sauf que du coup, cette inclusion, elle arrive au prix de... à peu près tout le reste, et la liste des concessions pour pouvoir inclure le snowboard dans le jeu est absolument gigantesque. Le plus évident, c'est que les courses perdent énormément de leur potentiel de bordel comique, vu que maintenant tout le monde est logé à la même enseigne, donc terminer les moments où une fille à vélo met un coup de pied dans la gueule à un type en luge, ou une skateboardeuse pousse un gars en roller sur un obstacle, bref, les courses perdent tout simplement en saveur. L'autre changement que je trouve assez terrible, c'est la qualité de ces environnements. Alors on a déjà évoqué le Japon, qui pour le coup est assez sympa, et si on est honnête, celui de Las Vegas aussi est assez rigolo avec tous ces casinos là, mais par contre les courses en Afrique, donc l'environnement qui nous intéresse le plus, vu que c'est là qu'on fait du vélo, manque complètement d'inspiration. Tout est plat, bordélique, répétitif, notamment avec ces buissons qui sont dupliqués à l'infini à gauche là. Alors à un moment il y a une cascade assez mignonne, mais c'est à peu près tout. Et alors le dernier environnement à Los Angeles, très honnêtement c'est un peu du foutage de gueule. Ça se passe sur une bretelle d'autoroute avec le panneau Hollywood qu'on nous balance discretos au tout début et qui est tout minuscule là. Et en plus de ça, cette course a une version nuit qui est peut-être le niveau le plus moche de la PS1. Et pour finir, on a d'autres oublis extrêmement bizarres. Par exemple, maintenant il n'y a plus de personnages féminins, alors qu'il y en avait dans le premier. Et là pour le coup, j'arrive pas à imaginer une explication logique à cet oubli. Et l'absence de personnages féminins s'étend même aux fameuses cutscenes marrantes en FMV qui nous insultent si on est nul. Et je pensais pas dire ça un jour, mais ça me manque vraiment beaucoup, moi, de me faire insulter par une journaliste de ESPN. Last, the bottom of the barrel. Awful, pathetic. Oh, what a disgrace. Bref, personnellement, je suis pas très fan de ce Too Extreme, et même si mon prisme d'y jouer comme un jeu de vélo joue beaucoup en sa défaveur, je pense qu'en 96, les joueurs s'attendaient à mieux. On rappelle qu'on est la même année que le deuxième Wipeout, Wave Race 64 ou Formula One, qui sont tous les trois quasiment entièrement en 3D avec des technologies bien plus avancées. Donc comparativement, les sprites vieillots et les environnements vides de Too Extreme faisaient un petit peu peine à voir. Et ça, Sony Interactive Studio America en était bien conscient et ont enfin essayé de faire évoluer un petit peu les choses avec le 3e épisode.
3 Extreme ou 3 Extreme ou 3 Extreme, appelez-le comme vous voulez, sort 3 ans plus tard, en 1999, cette fois exclusivement aux États-Unis. Et on sent que les 3 années de développement font du bien, puisque le jeu change complètement de moteur graphique et fait table rase des acquis de la série. Et surtout se concentre à nouveau sur des sports exclusivement urbains. Donc fini le snowboard, ce qui est compréhensible parce que Sony édite également Cool Borders, une série de jeux de snowboard, et d'ailleurs 989 Studios ont développé les épisodes 3 et 4 comme pour Twisted Metal. Alors je vais bien sûr parler du jeu en lui-même, mais il est primordial de savoir que la toute première chose qu'on voit en lançant le jeu, c'est ça. Quelle incroyable façon de démarrer un jeu avec ce FMV d'une gamelle absolument légendaire, et c'est suivi bien sûr d'une cutscene d'intro assez singulière, avec encore quelques autres gamelles hilarantes d'une violence assez inouïe. Ainsi que de vraies vidéos de rue dans lesquelles sont intégrés des personnages en 3D précalculés de très très bon goût, et qui se terminent par un effet de montage absolument terrorisant. En tout cas, le titre prononcé en anglais 3 Extreme est particulièrement malin, puisque ce 3e épisode met un petit peu plus l'emphase sur les tricks, d'où le jeu de mots entre tricks et extreme avec le chiffre 3, je vous avais dit que c'était malin. Du coup, pour donner un peu de cohérence au feeling des véhicules, et aussi en profiter pour faire un peu de motion capture, les développeurs font appel à Andy McDonald, un célèbre skater américain, qui, pour l'anecdote, a participé aux Jeux Olympiques de 2024. On rappelle que 3 Extreme est sorti il y a bientôt 30 ans, belle longévité. Et pour la partie vélo, c'est Dave Mirra qui a été contacté et qui aura plus tard sa propre série de clones de Tony Hawk Pro Skater, mais avec du BMX. Parce que oui, cette fois, les vélos, c'est plus des VTT, mais c'est des BMX pour pouvoir coller à l'ambiance un peu plus tricks du jeu. La première impression de 3 Extreme fait vraiment du bien. Les graphismes sont relativement propres et colorés, les personnages sont cette fois entièrement en 3D, on a de nouveau le mélange des véhicules pour mon plus grand plaisir, le dénivelé donne de très jolies vues sur les différents environnements, et malgré les 30 FPS, l'impression de vitesse est pas mal du tout. Il y a aussi le retour de certains personnages du premier épisode, comme Paul Dillon et Meg Tipre, ce qui est très rigolo parce que les personnages du 1 ils ressemblent à ça, donc c'est pas non plus comme si les fans trépignaient d'impatience de pouvoir enfin voir leur grand retour, mais cette fois ils ont un vrai design sympa et qui permet de les reconnaître en course, ce qui est toujours très cool pour ajouter un peu de tension quand on sait qu'un adversaire nous colle au classement général. En dehors des tricks qu'on déclenche avec différentes combinaisons en l'air, le gameplay s'est globalement simplifié. Cette fois on a juste un bouton pour accélérer en toutes circonstances, donc plus besoin de se baisser, et un bouton dédié à faire un virage serré. Ça donne un jeu plus immédiatement abordable, mais qui montre quand même très très vite ses limites, et je pense que ça décrit assez bien l'intégralité du jeu. Parce que malgré le fait que tout est plus attrayant que ses prédécesseurs, ce 3 Extreme manque quand même beaucoup de profondeur, de punch, d'audace et plus généralement de fun. Les animations sont plus détaillées mais moins impactantes, le fait de passer de 16 concurrents à 6 rend le tout moins bordélique et du coup quand même moins rigolo. On a quasiment aucune animation dans les décors, par exemple on a une course entière qui se déroule sur des rails de métro et il y a jamais de métro qui y passe, et même musicalement on échange du rock un peu gras pour de la techno qui manque un petit peu de mélodie pour moi. Donc même au niveau du son, on est un petit cran en dessous de ESPN Extreme Games, malgré l'extraordinaire bruitage des adversaires qui se prennent un mur, et je pèse mes mots.
Je pense que l'un des publics à qui peut vraiment plaire ce jeu, ce sont les fans de SSX, parce que les points communs sont assez nombreux. On y retrouve ce savant mélange entre de la course et des tricks. D'ailleurs, le mode freestyle est entièrement centré sur les figures avec un système de points. On a des personnages de base avec beaucoup plus de personnalité et une quantité absolument vertigineuse de personnages à débloquer, notamment des aliens et le monstre de Frankenstein. D'accord. Bref, la série des Extreme Games, ça a été une super découverte pour moi. Et explorer les 3 épisodes de la trilogie, ça donne une petite idée de ce qu'étaient les jeux de course dans la deuxième partie des années 90. Une époque où le jeu vidéo essayait plein de choses en termes de jeux de course alternatifs, et où la série des Extreme Games tentait de jouer un petit peu sur tous les fronts. Quitte à être un bordel monstrueux, ce qui constitue pour moi les meilleurs moments que j'ai passés avec ces jeux. Ces moments où on est entouré de plusieurs véhicules, tous différents, pilotés par de jeunes abrutis qui foncent tête baissée à travers des obstacles et qui se viandent joyeusement les uns contre les autres. Avant de quitter la PS1, faisons un petit crochet par Courier Crisis qui va enfin nous permettre d'explorer le monde délicieux des livreurs urbains à vélo. Le jeu est sorti en 1997 et c'est assez rigolo parce que à cette époque, à part dans certains pays bien spécifiques, le concept de faire du vélo en ville est souvent vu comme extrême en lui-même, un mode de transport de fou furieux qui n'a peur de rien. Évidemment, on a l'exemple du très sympathique film Premium Rush de David Koepp, dans lequel Joseph Gordon-Levitt incarne un livreur à vélo qui dévale New York à toute vitesse, une sorte de Mad Max Furero de la bicyclette. Un film étrangement similaire à un autre film sorti en 86 qui s'appelle À toute vitesse, dans lequel Kevin Bacon joue un financier qui fait faillite et décide de devenir livreur à vélo et manque de mourir des dizaines de fois. Et alors, je sais pas du tout si le film s'en est inspiré ou pas, mais je suis tombé sur ce reportage de CBS en 85, donc un an avant À toute vitesse, sur David Leopold, un livreur à vélo qui est une espèce de légende vivante des cyclistes à Manhattan et qui résume, mais alors, parfaitement l'état d'esprit recherché par Courier Crisis. They dart past red lights. They glide through traffic jams. They are knights on steeds with wheels. Nobody can quite do it like I can in the traffic. David Leopold is an outlaw legend, the fastest and the flashiest of Manhattan Island's last romantic adventurers. I'm the king of the street. Et donc en 97, New Level Software, qui avait précédemment bossé sur le premier Road Rash et dont le game designer Russ Patterson bossera plus tard sur les MotorStorm, décide de faire de ce concept un jeu vidéo sur PS1, un petit peu dans la veine d'un Crazy Taxi mais en plus edgy et à vélo. D'ailleurs, regardez-moi cette jaquette, elle ne pouvait venir que de 1997. Un jeu qui sera édité par tiens donc GT Interactive, qui on le rappelle avait racheté les développeurs de Twisted Metal quelques années plus tôt et qui ont permis à 989 Studios, les développeurs de la trilogie Extreme Games, de reprendre la licence, ce qui confirme que ce rabbit hole ne finira jamais. Et ce côté edgy, on l'a bien sûr dans l'intro assez hilarante et à l'ambiance évidemment extrême, mais aussi un petit peu malsaine, où notre cycliste est quand même une sacrée raclure là à foncer sur les gens. Et encore une intro qui se termine avec un cri d'agonie. Alors je sais pas ce que les devs avaient avec ça dans les années 90, mais apparemment c'était un thème récurrent. Dans la pure lignée de Crazy Taxi, le but de Courier Crisis est donc de ramasser des paquets à un endroit donné et de le déposer à un autre endroit de la map. La différence principale de la construction du jeu par rapport à Crazy Taxi, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse map, il est divisé en plusieurs relativement petits hubs qui correspondent chacun à un quartier d'une grosse ville qui n'est pas mentionné, il me semble. On a donc le quartier des affaires, Chinatown, le port commercial, le quartier Craignos qui est nommé Skid Row,
donc comme le fameux quartier défavorisé de Los Angeles qui est rempli de gens qui se tirent dessus, c'est de très très bon goût, hein. Et enfin la zone industrielle, et alors là il y a carrément des mutants et des aliens, le jeu en a plus rien à faire. Deuxième fois d'affilée d'ailleurs hein, qu'il y a des aliens dans un jeu de vélo, hein, voilà, c'est une information. Mais malgré la folie globale de ces niveaux, je trouve le tout assez cohérent, et contrairement à Crazy Taxi hein, dans lequel il n'y a pas vraiment de possibilité d'explorer tranquillement la ville à cause de ses racines ancrées dans les salles d'arcade, ici quand on rate un objectif, le jeu nous retire pas du niveau et au contraire nous permet d'arpenter tranquillement ses rues. Alors bien sûr ça a une utilité hein, niveau gameplay puisque ça nous permet de découvrir les raccourcis et les connaître à l'avance quand on fait des livraisons, mais ça permet aussi de simplement se balader, découvrir le world building des différents niveaux. Le quartier des affaires est plein de buildings financiers, de banques et de taxis. Chinatown est évidemment rempli de restaurants et décorations asiatiques, et la zone industrielle c'est plus ou moins l'apocalypse et me semble inspiré un peu d'univers de série B des années 80, type Street Trash ou Toxic Avenger. Donc moi, très honnêtement, hein, rien que explorer ces niveaux sans pression aucune, ça a déjà été un super moment, d'autant que ça m'a permis de regarder de plus près ces extraordinaires animations de piétons hein, qui sont complètement possédés par le démon de la danse, hein, comme dirait mon ami Shive. Ils m'ont étonnamment fait penser aux animations du jeu Un voisin d'enfer, dans lequel le but c'est de faire chier son voisin hein, globalement. Et ces petites explorations, ça m'a aussi permis de profiter des doublages fabuleux, surtout qu'à un moment j'ai fini par couper la musique hein, pour profiter des sons de la ville, et franchement ça valait vraiment le coup d'oreille. You'll be shoveling lemur dung at the zoo if you don't hurry up. Hey, over here. Excuse me, over here. You make a sloth look fast. Thanks a lot. Et du coup, tous ces éléments combinés donnent un peu un vague sentiment d'avoir un GTA 3 avant l'heure, ou bon, si on est un peu plus honnête, une sorte de GTA 2, mais avec une caméra à la troisième personne plus conventionnelle. Alors à l'époque, hein, il y avait déjà des jeux à monde ouvert en 3D sur la console, on pense à Mizorna Falls hein, ou à Driver, mais dans Courrier Crisis, la ville est plus dense et chargée que le premier, et beaucoup plus détaillée hein, que le second, plus proche du coup d'une ville simulée à la GTA. Et si on va fouiller un peu dans la liste des développeurs sous la catégorie Producer, regardez qui on trouve, Sam Hauser, donc le producteur des GTA entre autres, hein, qui a pu expérimenter un petit monde ouvert en 3D avec Courrier Crisis. Mais malgré le côté impressionnant d'avoir des quartiers entiers en 3D sur PS1, y jouer de façon plus contemplative, ça met aussi en avant les systèmes qui sont clairement pas faits pour ça, hein. Il suffit de s'arrêter à un carrefour pendant quelques minutes pour être témoin de dizaines d'homicides routiers et des voitures qui roulent sur des cadavres, c'est vraiment très rigolo. Oh, et quelqu'un il s'est fait tuer. Oh, il s'est fait tuer 2 fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Trop bizarre. Oh! Oh la vache. Ah, et sinon le vélo, ça se passe comment le vélo dans Courrier Crisis? Eh ben les contrôles du véhicule sont certainement les plus complexes qu'on ait eu jusqu'ici. Pour accélérer et ralentir, hein, rien d'excentrique, ça se fait avec carré et rond, mais en plus de ça on a un bouton pour les virages serrés, un bouton pour sauter, les 4 gâchettes qui sont utilisées pour mettre des coups de pied et des coups de poing de chaque côté, et tout un système de tricks assez singulier qu'il faut absolument maîtriser si on veut avancer un peu dans les niveaux les plus difficile. En gros, chaque trick qu'on fait a sa propre utilité. Par exemple, si on veut avoir un shot de vitesse, il faut faire un tabletop. Si on veut ralentir le compte à rebours, il faut faire un 360 en l'air. Si on veut sauter plus haut, il faut faire un spread eagle, etc. Alors, j'ai malheureusement pas joué assez longtemps hein, pour arriver à maîtriser tous ces tricks et leurs conséquences, notamment parce que vous commencez à le comprendre, je suis pas hyper fan de tricks dans les jeux de course, mais dans les niveaux plus élevés, c'est assez impressionnant de voir des vidéos de gameplay de personnes qui maîtrisent ça à la perfection. Ça donne un rythme de jeu extrêmement intense et c'est même assez joli à regarder pour le côté performance.
En tout cas, même si Courier Crisis est un peu agressif pour les sens sur de longues sessions, j'ai vraiment apprécié la découverte. Les niveaux étaient agréables à explorer, le gameplay intéressant à maîtriser, et l'humour d'une stupidité extrême a fini par m'atteindre, avec ses animations et ses doublages totalement barrés, mais aussi ces images qu'on nous montre pour nous récompenser ou pour nous punir d'avoir réussi ou raté un niveau, et auquel je m'attendais tellement pas que j'ai vraiment pris ça comme des jumpscares humoristique. J'ai bien fait de me balader un peu avant. Putain, l'image. Ross de Game Dungeon qui va péter un câble sur Hitman. Et du coup, c'est aussi vraiment... Voilà, on a fait le tour de la PS1, la période où le vélo, ça ne sert plus à distribuer gentiment des journaux ou faire la course avec Nicole, mais à être le plus extrême possible avec des touches dédiées aux tricks, d'autres à la violence, et où se casser très violemment la gueule, ça fait partie du jeu. Aouh! Oh, qu'est-ce qu'il... Oh, il m'a poussé contre les piliers! Et cette ambiance edgy, vous inquiétez pas, on va la retrouver plus tard sur PS2. Entre-temps, on peut jeter un rapide coup d'œil sur deux autres consoles, à commencer par la Nintendo 64, qui a eu sa propre exclusivité de jeu de vélo, Paperboy 64. Paperboy 64 est sorti en 99 et est techniquement le troisième épisode de la série Paperboy, vu qu'il y a eu un Paperboy 2 en 91 et il est développé par le studio High Voltage Software. Alors c'est un studio qui existe depuis le milieu des années 90, qui existe encore aujourd'hui et qui a bossé sur trop de trucs pour vraiment comprendre de quel type de développeur il s'agit. Ils ont fait des jeux de NBA, des Lego Racers, des jeux Monster Jam, la version PSP de 50 Cent Bulletproof G-Unit Edition, The Conduit sur Wii et même des DLC pour Saints Row 4. Bref, pas facile de capter exactement qui ils sont, mais ils se sont retrouvés avec Paperboy sur Nintendo 64 sur les mains. Alors la fin des années 90, c'est une époque assez intéressante pour les anciennes gloires du jeu vidéo. Les bornes d'arcade étaient clairement en perte de vitesse et on était en plein milieu de l'explosion de la PlayStation et donc c'était sur console de salon qui était le public principal. Du coup, entre 95 et 2000, on a eu tout un tas de revivals d'anciennes gloires des premières années du jeu d'arcade. Avec par exemple Pong The Next Level sur PS1, une version de Pong plus adaptée aux jeux vidéo de salon. On a eu également un remake de Frogger, qui pour l'anecdote est le 27e jeu le plus vendu de la console. Faudra creuser les dessous de ce succès. Et même une version modernisée de Space Invaders qui est sérieusement ultra cool et qui a bien entendu un scénario et des cinématiques en CGI qui sont en plus sérieusement très stylés. Et donc Paperboy surfe un petit peu sur cette vague-là. En tout cas, à l'époque, c'est pas particulièrement une idée absurde de refaire un Paperboy, et c'est même plutôt à la mode de faire revenir les vieilles licences des jeux d'arcade. Globalement, le concept reste le même que Paperboy original, sauf que cette fois, la progression est moins arcade et plus une succession de niveaux à thème, dans des mondes un chouïa plus ouverts, puisqu'on passe plusieurs fois aux mêmes endroits dans un même niveau, et qu'il y a parfois des maisons de l'autre côté de la rue à atteindre. L'envoi des journaux est un peu plus souple qu'avant, il y a désormais un bouton de saut, on peut déraper, rendez-vous compte, il y a évidemment un système de tricks, et on peut même changer la caméra au vol, notamment pour contempler un petit peu les environnements. Et c'est le truc qui m'a le plus plu à moi, j'aime vraiment beaucoup les visuels qui ont vraiment un côté cartoon des années 90, c'est hyper coloré, les animations sont très rigolotes, surtout quand on lance des journaux à des endroits pas prévus pour, et même s'il y a un côté limitation technique à la direction artistique, j'apprécie énormément cet aspect hyper anguleux des personnages avec leurs bras pointus là. Bref, c'est un jeu qui a été assez mal reçu, mais encore une fois, explorer les niveaux a été franchement plaisant. Et le jeu se termine avec un combat contre un ersatz du Dr Frankenstein et son monstre. Bon, je sais pas du tout ce que ça fout là, mais c'est la deuxième fois qu'on a le monstre de Frankenstein dans cette liste, donc écoutez, pourquoi pas.
L'autre console sur laquelle on va brièvement se poser, c'est la Dreamcast avec le très mignon Sega Extreme Sports. Alors, je vous ai donné le nom le plus simple à retenir, parce qu'en fait, Sega Extreme Sports a 4 noms différents, mais promis, je vais essayer de vous raconter ça aussi clairement que possible. Le jeu est développé par Innerloop Studios, un studio norvégien, qui a une assez petite ludographie, mais leur pièce maîtresse, c'est l'adaptation PC de la série Jul il Blavgel, une série norvégienne dont je connais absolument rien, si ce n'est que la version PC a un mini-jeu à la Dance Dance Revolution, avec cette chanson là qui est hyper catchy. Mais un an avant ce banger absolu, Innerloop Studio crée un prototype d'un jeu de sport extrême, au pluriel, centré autour de la montagne, dans lequel on change de véhicule au sein même d'une course, donc une sorte de triathlon mais avec du deltaplane et du snowboard à la place de la nage et la course à pied. Donc un concept qu'on a déjà aperçu plus tôt sur PS1, mais avec une couche d'ambition supplémentaire avec cette histoire de course qui évolue au fil des changements de véhicule. Dans un premier temps, Innerloop prend contact avec Eidos Interactive qui était censé éditer le jeu sur toutes les plateformes, mais la collaboration capote et Innerloop se voit obligé de faire des deals un peu partout pour espérer quand même sortir leur jeu. Et c'est là que le gros bordel commence, donc accrochez-vous. Le jeu sort dans un premier temps en Europe, édité par Sega eux-mêmes, sous le nom de Sega Extreme Sports, ce qui lui donne une image d'un jeu créé en interne type Sega Rally, alors que pas du tout. Comme le jeu ne marche pas super bien en Europe, Sega décide de refiler la version américaine à l'éditeur français Infogrames, et donc le jeu sort sous le simple nom de Extreme Sports, sans le Sega au début, et aussi sans le E au début de Extreme, ce qui m'a un tout petit peu compliqué les recherches pour cette vidéo. Et sur la jaquette américaine, il y a un mec qui fait du saut en parachute là, mais son langage corporel donne l'impression qu'il a oublié son parachute, c'est très rigolo. Pour la version PC aux États-Unis, c'est toujours Infogrames qui édite le jeu, mais décide, pour une raison qui m'est inconnue, de changer le nom en Maximum Sports Extreme. Et enfin, pour la version PC européenne, un dernier deal est négocié avec l'éditeur britannique Empire Interactive, un éditeur qui avait déjà pas mal bossé avec Sega pour adapter quelques-uns de leurs jeux sur PC dans la fin des années 90, Sega Rally, Crazy Taxi, House of the Dead ou même Virtua Tennis. Sauf que pour une fois, leur contrat d'édition leur permet quelques libertés, donc ils arrivent à dégoter un sponsoring avec Pepsi Max, et le jeu sort finalement sur PC en Europe sous le délicieux nom de Pepsi Max Extreme Sports, et c'est l'une des jaquettes les plus immondes que j'ai vues de ma vie, même celle de Pepsi Man sur PS1 est bien meilleure. Bon bref, je vous avais dit que ça allait être un gros bordel. Et alors, si je trouvais cette anecdote assez rigolote pour vous la raconter, le jeu en lui-même, malheureusement, je vais assez peu en parler, et ce pour une raison très simple, c'est que ce n'est à mon grand dame pas vraiment un jeu de vélo. En fait, Sega Extreme Sports se partage entre 5 sports différents. Le saut à l'élastique, qui est souvent utilisé soit en début de course, soit en transition entre deux sports, et qui consiste simplement en un QTE invisible au timing ultra précis, et quand on se rate, c'est vraiment la honte. Oh, j'ai complètement raté! Mais à quel moment faut que j'appuie? Du deltaplane aussi, qui est assez sympa pour prendre de la hauteur et profiter des décors tout à fait mignons du jeu. Évidemment du snowboard, qui en 2000 est vraiment hyper à la mode et qui apporte les meilleures sensations du jeu. Également du quad que personnellement je trouve un petit peu hors sujet dans un jeu comme ça, mais bon, ça apporte de la variété. Et enfin, bien sûr, le VTT, qui est malheureusement le moins intéressant de tous les sports. Et manette en main, c'est très évident, ils ont tous une physique relativement lourde, des mini-subtilités de gameplay super sympa, mais le vélo, lui, c'est vraiment le parent pauvre, et pas du tout le focus du jeu en lui-même. Avec des sensations plutôt dérivées du snow, qu'une tentative de vraiment donner l'impression d'être sur un vélo. Et c'est trop dommage, parce que j'aimerais vous en parler un peu plus en profondeur, vu que le jeu a été l'une de mes plus belles surprises de cette liste. Mais cette liste, c'est une liste de jeux de vélo, et honnêtement, le vélo y est pas du tout intéressant.
Je vous recommande quand même le jeu, déjà parce qu'il a été un petit peu boudé par la presse et le public à sa sortie, mais surtout parce que le concept est original, le challenge est vraiment intense, je trouve le jeu très joli avec plein de détails de partout, et il y a probablement la musique d'intro la plus chill dans un jeu de course extrême. La BO vient d'un label anglais de musique électro qui s'appelle Ninja Tune, donc on démarre avec cette espèce de free jazz légèrement oriental avec un peu d'électro là, c'est une incroyable façon de commencer un jeu de course extrême. Malheureusement j'ai pas le droit de l'inclure dans cette vidéo, mais je vous mets le nom de la musique à l'écran, c'est juste incroyable. Et en plus le son du boost en quad, c'est exactement le bruit du spin dash des Sonic, et je vous garantis qu'une fois que vous l'avez entendu, vous pouvez pas le désentendre. Maintenant qu'on a fait une petite escale sur Nintendo 64 et Dreamcast, commençons notre périple sur PS2 avec un jeu dont je parlerai pas pour plusieurs raisons, mais je vais quand même le mentionner parce qu'on m'a demandé si j'allais le traiter dans cette vidéo, donc voilà. Il s'agit de BMX XXX, développé par Z-Axis, c'est très facile à dire tout ça, un studio qui a bossé sur tout un tas de jeux de sport, et notamment sur les Dave Mirra Freestyle BMX dont on a parlé plus tôt, et j'en profite pour mentionner le fait qu'effectivement il n'y a pas de jeu BMX dans cette liste, déjà parce que honnêtement j'y connais rien du tout en BMX, et aussi qu'ils sont tous à peu près des clones de Tony Hawk, donc tous les citer ça aurait rendu cette vidéo un peu répétitive. En tout cas en 2002, Z-Axis est approché par Acclaim pour faire le 3e épisode de la série Dave Mirra, et c'est comme ça que le développement démarre, mais le gigantesque carton de GTA 3 et la perspective d'un GTA Vice City qui s'annonce sulfureux donne envie aux exécutifs de Acclaim de tout simplement rajouter de la sexualité dans leur jeu de BMX. Wikipédia explique que le joueur doit accomplir divers défis afin de débloquer de nouveaux niveaux pour accéder à des séquences de striptease dans un bar. Le test de jeuxvideo.com nous dit qu'on peut gagner des vidéos qui mettent bien en valeur des demoiselles bien peu pudiques, en ajoutant cet emoji de gros naze là. Ou encore dans jeuxvideo.com, un utilisateur dit qu'il y a une mission où il faut livrer des prostituées, et personnellement j'ai aucune idée de si l'info est vraie ou pas, mais je vais me permettre de ne pas aller la vérifier par moi-même, d'autant qu'apparemment les travailleuses du sexe sont appelées des prostituées dans le jeu, donc non merci. À la place, on va plutôt s'intéresser à un autre jeu sur PlayStation 2 qui est tout aussi tristement célèbre que BMX XXX, mais pour des raisons totalement différentes. Il s'agit donc de Mountain Bike Adrenaline, qui lui est connu comme étant l'un des pires jeux sur PS2. Jeuxvideo.com dit que c'est nul, IGN dit que c'est nul, et comme personne d'autre n'a joué au jeu, ces deux critiques deviennent automatiquement le consensus. Mais personnellement, je lui trouve beaucoup de charme, et surtout il tente des choses que j'ai vues dans aucun autre jeu de vélo, ou en tout cas aucun autre de cette liste. Mountain Bike Adrenaline est donc développé par Fresh 3D, un studio de développement belge qui a un logo qui ressemble étrangement au logo Facebook et qui n'a développé que 3 jeux. Wildwater Adrenaline en 2005, un jeu de canoë-kayak, Mountain Bike Adrenaline donc en 2007, et enfin une réédition du légendaire Outcast sur PC en 2014. Et alors je sais ce que vous vous dites, un jeu qui a été testé par seulement 2 gros médias de jeux vidéo avec des scores catastrophiques, qui n'a pas de score métacritique et dont jamais personne n'a entendu parler. On doit pas avoir masse de documentation sur le développement, Et si, et c'est même peut-être le jeu de cette liste dont on a le plus d'informations sur les coulisses de sa création, puisque Frank Sauer, le cofondateur de Fresh 3D, a un site internet bourré d'infos sur ses différents jeux, puisqu'au passage il a quand même bossé sur de gros projets, comme la version originale de Outcast, le premier Far Cry ou encore Unreal. Alors pas le FPS Unreal de 1999, mais le magnifique shooter de 1990 sur Amiga. Je sais pas vous, mais je trouve que ce jeu il a une gueule incroyable, et il a donc sur son site tout un post-mortem sur Mountain Bike Adrenaline. Mais pour expliquer l'échec de ce dernier, il faut commencer par parler de leur premier jeu sorti 2 ans avant notre jeu de vélo du jour. Après plusieurs projets avortés, Frank Sauer et Jan Robert, avec qui ils ont quasiment travaillé sur tous les mêmes jeux, se voient offrir l'opportunité de travailler sur un jeu de kayak sur PS2. Malheureusement, le contrat ne les met pas vraiment dans une position de force, et ils se retrouvent à devoir créer un jeu de toutes pièces dans un
un genre qui n'existe quasiment pas, avec un budget de seulement 250 000 €. Alors le jeu a pas eu un succès énorme, ni des critiques extraordinaires, mais avec un si petit budget, il s'en sort assez bien pour que le studio ait le droit de travailler sur un deuxième jeu. Et je l'ai testé un petit peu, ce fameux Wild Water Adrenaline, et effectivement son petit budget est évident, mais j'ai plutôt apprécié mes 2 petites heures avec le jeu qui possède un système de RAM assez unique qui implique de les manipuler avec les 2 sticks de la manette. Et rien que ça, c'est déjà un sacré accomplissement parce que clairement l'éditeur Nobilis en avait absolument rien à foutre de ce jeu. D'ailleurs, regardez sur la pochette, il y a une faute d'orthographe au titre du jeu. Il s'appelle Wild Water Adrenaline et pas Adrénaline. Non, sérieusement, j'ai jamais vu ça, c'est fantastique. Le deal avec Nobilis s'étendait donc sur 4 jeux, et donc le prochain développement s'est doucement mis en place en se tournant vers le VTT. Mais cette fois, il s'attaquait à un sport beaucoup plus populaire et qui avait beaucoup plus de concurrence que le kayak. La PS2 est quand même truffée de jeux de BMX, et Mountain Bike Adrenaline entre directement en concurrence avec eux, ainsi qu'avec Downhill Domination, dont on parlera juste après, et qui est bien sûr un jeu qui a un budget bien plus élevé. En plus de ça, Mountain Bike Adrenaline possède exactement le même budget que Wild Water Adrenaline, donc le jeu était plutôt voué à l'échec. Et oui, en termes de contenu, il faut avouer que le jeu est assez simple. On a 2 modes de jeu contre la montre, avec l'un qui nécessite de passer à travers un certain nombre de points de passage dans un temps limité, et dans l'ordre qu'on veut. Donc dans ce mode-là, le but c'est de bien connaître les maps, et un autre un petit peu plus classique, dans lequel les points de passage doivent être pris dans l'ordre, et surtout au milieu d'obstacles exigus qui nécessitent pas mal de précision. On a aussi un dernier mode centré sur les tricks, évidemment, mais honnêtement on sent que le mode est pas aussi travaillé et met énormément en valeur les défauts du gameplay, donc bon, j'ai vite laissé tomber celui-là. Et d'ailleurs le gameplay, parlons-en, parce que pour moi c'est l'un des éléments les plus intéressants de Mountain Bike Adrenaline. Le jeu essaye donc d'intégrer le plus de mécaniques de vrai vélo possible. Donc par exemple, les 2 gâchettes simulent les 2 poignées de frein d'un vélo qui contrôlent les freins avant et arrière et qui ont un véritable impact sur la physique de notre personnage. Sur les touches L1 et R1, on a la possibilité de changer de vitesse, ce qui m'a énormément étonné, et j'aurais jamais pensé qu'un jeu essaierait un jour d'émuler ça. Et rien que ces 2 éléments-là, c'est 2 détails que j'ai trouvés dans aucun autre jeu de cette liste. Donc personnellement, je trouve ça impressionnant et ambitieux, surtout pour un si petit jeu. Déjà, ça ajoute une vraie dose de réalisme, et honnêtement sur PS2, c'était pas vraiment la priorité de faire des simulations. On était plus sur des jeux de course fun et à la prise en main immédiate. Et aussi les vitesses et le double frein, ça exige quand même une physique solide, avec des bases qui doivent absolument fonctionner, sinon forcément les systèmes dérivés de cette physique vont se casser un peu la gueule. Et pour le coup, de l'aveu même de Frank Sauer, la physique de Mountain Bike Adrenaline n'a pas du tout cette solidité nécessaire pour supporter tous ces systèmes ambitieux. Le moteur physique le plus en vogue de l'époque, c'était le moteur Avoc, mais rien qu'acheter la licence aurait avalé la majeure partie du budget. Donc l'équipe est partie sur un moteur open source qui a priori a été une galère de ouf sur le développement. Donc c'est dommage, mais c'est un choix qui est malgré tout compréhensible. Personnellement, je trouve que l'effet que ça donne, c'est que le jeu offre une première impression assez hostile, avec des collisions qui ne fonctionnent pas très bien. On reste souvent coincé contre des arbres ou des petits rochers, et qui laisse instantanément apparaître un budget évidemment très bas. D'autant que visuellement, pareil, on sent que c'était un développement fauché. Par exemple, tous les sapins ont exactement le même modèle, du coup quand on passe à côté d'un petit sapin, on a l'impression d'être un géant, c'est assez rigolo. Pareil, les musiques font vraiment très petit budget et sont juste là pour exister. Sauf celle-ci là qui est incroyablement catchy, et si vous criez pas waouh en même temps que le chanteur, c'est que vous aimez pas la vie. Mais c'est quand on prend son temps, qu'on ralentit un peu et qu'on se force à maîtriser les contrôles que Mountain Bike Adrenaline laisse apercevoir son potentiel. Par exemple, sur ces petits obstacles là, le jeu devient assez exigeant niveau précision, et c'est là que ça marche vachement bien, qu'on a vraiment l'impression de contrôler un VTT avec toutes les contraintes que ça engendre. Alors ok, ça fait pas du jeu un énorme banger ou une underrated gem, mais sur internet on trouve quand même pas mal d'avis d'aficionados de VTT qui eux s'en foutent un peu que le jeu soit pas
pas très joli ou qu'il y ait des bugs de collision, et qui retrouvent en Mountain Bike Adrenaline les sensations qu'ils ressentent dans leur sortie à vélo. En tout cas, je suis quand même content d'avoir passé quelques heures sur ce jeu qui pourtant partait mal, avec son 2 sur 20 sur jeuxvideo.com, et si les quelques anecdotes que je vous ai racontées vous ont intéressé, je peux que vous conseiller de visiter le site de Frank Sauer, qui aujourd'hui est un professeur de game design en Belgique. Donc si jamais vous voulez qu'un professeur que jeuxvideo.com appelle un développeur facétieux vous donne des cours de game design, vous savez où aller. Son site est plein d'anecdotes, d'histoires de game design sans langue de bois et de photos très marrantes, comme celle-là là où il pointe un enregistreur son vers son vélo pour capter des sons de VTT, ou encore celle-ci là où il a accroché un appareil photo à un ballon gonflable pour prendre des photos du sol en top shot et les utiliser comme texture du terrain dans le jeu. Je la trouve particulièrement drôle, c'est assez génial. Bref, très heureux d'avoir pu parler de ce jeu, mais évidemment quand on est un peu connaisseur des Hidden Gems sur PS2, on sait que le jeu de vélo ultime sur la console, c'est pas BMX XXX, Dieu merci, c'est pas non plus Mountain Bike Adrenaline, même si cœur sur lui, mais évidemment le fabuleux Downhill Domination. Alors avant même de rentrer dans le détail du développement et du jeu en lui-même, il faut que je sois transparent là-dessus. Downhill Domination, ça a été ma motivation principale à faire cette vidéo. J'en avais déjà vaguement entendu parler, mais surtout récemment on m'a envoyé une vidéo de gameplay, et juste regardez-moi ça. Est-ce que vous vous rappelez, il y a très longtemps, quand je vous parlais de l'histoire de 989 Studios et des créateurs originaux de Twisted Metal, eh bien vous avez bien fait de rester parce que Downhill Domination est développé par Incognito Entertainment, l'une des nombreuses boîtes créées par Javid Jaff et Scott Campbell, les créateurs donc de Twisted Metal, qui sortaient tout juste du très intéressant Twisted Metal Black, un jeu qui a été censuré de partout dans notre version européenne, mais qui en version américaine est rempli d'idées narratives super sympas. Downhill Domination est édité par Sony en Amérique du Nord et Codemasters partout ailleurs, notamment au Japon où le jeu s'appelle Bakuso Mountain Bikers, qu'on peut traduire par le rugissement des VTTistes, et bien sûr que je trouve ce titre extraordinaire. L'idée était donc de faire le jeu de VTT arcade le plus impressionnant, le plus rapide et le plus tape à l'œil, autant inspiré par les précédents jeux dont on a déjà parlé, que de Road Rash, SSX ou même Burnout dans son rapport à la vitesse et à la destruction. Mais malgré tout, pour le développement, l'équipe s'entoure de quelques sportifs professionnels, notamment la superstar du BMX et du VTT Eric Carter, et également Tara Lanes, qui après un très gros accident en pleine compétition en 2007, s'est reconvertie dans le basketball en fauteuil roulant et a participé aux Jeux Olympiques de 2020 et 2024 avec le Canada, donc elle est encore active actuellement. Ou encore Missy Giove, dont j'ai trouvé ce qui sera certainement l'anecdote la plus bizarre de cette vidéo, puisqu'apparemment elle a fait un jour une course de VTT avec autour de son cou le corps empaillé de Gonzo, son piranha de compagnie décédé. Bon, apparemment elle est aussi devenue trafiquante de drogue, mais je trouvais que l'anecdote du piranha valait beaucoup plus le coup d'être racontée. Alors malgré la participation de toutes ces stars, ça veut pas dire que le jeu essaye d'être réaliste, globalement comme on l'a dit, il essaye surtout d'en mettre plein les yeux avec des descentes hyper impressionnantes, des tricks impossibles et surtout toute une panoplie d'attaques différentes qu'on peut utiliser pour faire tomber nos adversaires. C'est très marrant parce que dans le making of, Mike Snow, qui était le designer sur le jeu, commence par nous prévenir que dans les vraies compétitions, mettre des coups c'est interdit, et nous conseille donc de ne pas reproduire ça en vrai. If you ask any of the pro riders, they would tell you that there's no such thing as combat win racing because you would get disqualified. Tout ça pour citer juste après toutes les façons de massacrer nos adversaires en jeu. Some of the combat maneuvers that we do in the game are punching and kicking. One of my favorite is hip checking somebody. They come riding up next to you and they want to push you into a tree and you just give them a little hip check to take them out. And I always get a nice chuckle from that. La manière avec laquelle il nous dit que ça le fait marrer sans le moindre signe de sourire, je trouve ça absolument fabuleux. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, on voit les développeurs faire du VTT en protégeant leur dos avec des coussins géants. Alors j'y connais rien, c'est peut-être des protections normales quand on débute, mais l'image des développeurs de Twisted Metal qui dévalent une toute petite pente à vélo avec des coussins géants sur leur dos, c'est vraiment très émouvant pour moi. Let's see if the game developers can master the mountain. No brakes!
En termes de gameplay, les bases sont assez simples, rien de très audacieux. Globalement, on appuie sur croix pour accélérer, sur triangle pour ralentir, et carré et rond servent pour mettre des coups, avec des tricks réservés aux boutons L1, R1, L2, R2. Mais vous savez ce qui n'est pas conventionnel, la cinématique d'intro de Downhill Domination. Bon, je vous ai évidemment changé la musique pour pas être hors la loi, mais la présence de ce bébé c'est quand même assez fabuleux, je sais pas du tout ce qu'il fout là, ni ce flic à moustache d'ailleurs, hein, vu qu'il n'y a pas de flic dans le jeu. Et cette intro elle est suivie d'un menu principal tout en 3D et super élégant là où on commence loin de cette montagne et on s'en rapproche d'un coup pour sélectionner notre personnage, c'est vraiment hyper cool, et forcément ça rappelle l'écran de sélection de personnages de Twisted Metal Black. Des personnages qui ont une plutôt bonne gueule, hein, mais qui ont quasiment tous ramené des objets totalement hors sujet. Cosmo a débarqué avec un ballon de foot, Mai avec sa corde à sauter. Il y a juste Johnny qui a eu l'intelligence de prendre avec elle une pompe à vélo, hein, donc bien joué à elle. On a évidemment plusieurs modes de jeu, hein, dont certains dédiés à la course et d'autres aux tricks. Mais si vous voulez voir toute la générosité du jeu, le mode carrière c'est un espèce de café gourmand de tout ce qu'a à offrir Downhill Domination. Une longue compétition qui inclut toutes les maps du jeu et ses différentes variantes, donc 8 environnements différents, hein, avec 3 types de courses qui s'enchaînent, une course assez classique de quelques minutes, une course sprint très courte et une dernière plus centrée sur les obstacles et les tricks. Du coup, ces 24 courses qu'on s'enchaîne là, c'est jamais ennuyant, c'est même assez excitant de découvrir le jeu comme ça, hein, et on se prend toute sa richesse, toute sa générosité, toute sa variété immédiatement dans la gueule. D'autant que les courses sont présentées par ces plans de caméra complètement fous là, qui donnent un petit peu le vertige et qui sont un bon aperçu de ce qui nous attend dans des courses assez évolutives l'air de rien. Dans la première map au mont Midoul, on commence tout en haut d'une montagne avec un joli coucher de soleil là, et ça se termine au milieu d'une tempête avec la pluie battante et les éclairs qui viennent s'écraser sur des arbres en feu. On a un vrai sens du spectacle, hein. Le mont Konawaki à Hawaï commence sur une colline verdoyante et se termine dans des rivières de lave, ou encore la map de nuit à Salt Lake City où on commence avec la ville en fond et on termine à faire la course dans les ruelles tout en passant par les égouts. C'est vraiment l'immensité des maps qu'on dévale à une vitesse pas possible qui impose vraiment le respect, et même si elles manquent un petit peu parfois de détails, c'est largement compensé à la fois par leur immensité et leur densité, puisque ces courses sont absolument remplies d'obstacles en tout genre, de passants, de randonneurs, de militaires, hein, pourquoi pas, d'animaux aussi, hein, avec ce pauvre petit mouton que j'ai propulsé sur une autre planète. Oh les moutons! Trop bien les moutons! Oh putain, j'ai explosé un mouton! Il a tellement décollé! De rochers qui roulent, de dirigeables sponsorisés par eBay, et quand on arrive, on a 2 mignons petits caméramans qui viennent vers nous pour nous filmer de près. Des caméramans étonnamment physiqués, hein, puisque si on gagne une course et qu'un adversaire leur fonce dessus pendant une cinématique, eux aussi se font propulser. Oh Je vais mettre le ralenti juste pour voir à la fin. Attention, regardez ce caméraman à gauche là. Tout va bien, oh génial. Pouah. Bref, c'est difficile de pas tomber sous le charme de Downhill Domination. Il a beau ne pas avoir les mécaniques de vélo les plus profondes, il arrive quand même à donner la sensation de danger et d'excitation qu'on a lorsqu'on dévale une pente à une vitesse qu'on ne maîtrise pas vraiment, tout simplement parce que le game feel c'est une réussite totale de bout en bout. Après 2007, donc la sortie de Mountain Bike Adrenaline sur PS2, on a un étrange hiatus de plus de 10 ans avec aucun autre jeu de vélo majeur à l'horizon. Sur PS3 et 360, on a une tonne de jeux de voitures arcade, de quad, de motocross, quelques jeux de snowboard aussi, mais j'ai le sentiment que les sports de rue soit disparaissent complètement, soit deviennent plus sérieux, à l'image de la série des Tony Hawk, qui est clairement en perte de vitesse à cette époque-là, et laisse plutôt sa place à la trilogie des Skate d'Electronic Arts, qui est plus sérieuse, plus précise et moins fantasque dans sa vision des sports urbains. Même niveau BMX, qui était quand même le type de jeu de
de vélo qui cartonnaient sur PS2, pendant la génération suivante, ça n'existe quasiment plus, à l'image des Dave Mirra Freestyle BMX, dont le dernier épisode sort en 2006 et puis plus jamais rien. Sur mobile, il y a la licence des Touch Grind BMX qui nous permet de contrôler notre BMX avec 2 doigts, un petit peu comme une fingerboard, et très honnêtement, ça marche pas mal du tout, même si ça reste extrêmement simpliste, forcément. On a quand même en 2015 Barbie et ses sœurs, la grande aventure des chiots, adapté du film du même nom que je n'ai pas vu, mais la bande-annonce c'est un espèce d'énorme bordel qui commence comme un film mignon rempli de chiots et qui se termine comme un clone de Indiana Jones, donc pourquoi pas. En fait, c'est moins dur que je ne le pensais. Et l'adaptation vidéoludique, quant à elle, c'est un espèce de GTA à vélo, plutôt centré sur le sauvetage des chiots et sur l'éducation canine, avec notamment de mignons petits QTE pour ordonner à notre chien de s'asseoir. Assis. Bon petit chien, tu es tellement intelligent. Mais tout ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, et pendant des années, plus d'une génération entière de consoles, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Et ce n'est qu'en 2019 que 2 relativement petits jeux viennent enfin remettre le vélo sur le devant de la scène. 2 jeux qui ont chacun un concept très singulier et original qu'on a pour le coup jamais vu avant. Il s'agit évidemment de Descenders, développé par les Hollandais de Rage Squid, et Lonely Mountains Downhill, développé par les Allemands de Megagon Industries. Et le fait que le grand renouveau du jeu de vélo vienne de 2 studios originaires de 2 des pays au monde où le vélo urbain est le plus développé, ça a quand même de la gueule. Alors bon, je vais pas pousser l'analyse beaucoup plus loin, parce que très honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire. Les 2 sont des jeux très solides, qui réussissent très bien ce qu'ils entreprennent, et qui ont tous les 2 connu un succès considérable, mais je trouve que parler de ces 2 jeux en même temps, ça pousse à leur trouver des points communs, notamment dans le fait que ce sont pas vraiment des jeux qui m'ont énormément marqué. Le premier point commun, c'est qu'ils sont tous les 2 ancrés dans un genre de jeu indé, bien défini et populaire, qui fait qu'ils sont assez faciles à pitcher. Descenders est tout simplement un roguelite, des courses générées de façon procédurale, des power-ups aléatoires à récupérer entre les courses, avec une progression qui est, on va dire, inspirée probablement de loin par Outrun et Star Fox, avec le choix des courses suivantes. Lonely Mountains Downhill, quant à lui, est plus ou moins un mélange entre un Super Meat Boy et Trials, dans lequel il s'agit de faire des courses difficiles avec des respawns rapides. Il a quand même pour lui de mettre plus l'emphase sur l'exploration, puisque les courses sont longues avec plusieurs chemins possibles, et également un sentiment très réussi de solitude, d'union avec la nature, une forme de paix malgré la grande difficulté des tracés. Ça pour le coup c'est une réussite totale, notamment grâce à son sound design juste splendide. Et le deuxième point qui lie ces 2 jeux, c'est qu'aucun des 2 n'a été prototypé comme un jeu de vélo. Les développeurs de Descenders ont d'abord commencé par tester leur concept avec de l'escalade, puis du wingsuit, et enfin avec du pogo stick aussi, ce qui aurait été assez hilarant. Et c'est qu'après tout ça qu'ils se sont arrêtés sur le vélo. Et c'est pareil pour Lonely Mountains Downhill, qui a été prototypé comme un jeu où on contrôle des camions. Alors je veux pas non plus dire que Rage Squid et Megagon s'en fichaient de faire des jeux de vélo. Dans des interviews, les 2 studios ont déclaré que la physique des VTT ont été la priorité numéro 1 du développement. Et puis on peut aussi noter que Descenders est le premier jeu de cette liste avec une vue à la première personne. Alors c'est pas le tout premier jeu de vélo avec une vue à la première personne, puisque No Fear Downhill Mountain Biking, sorti en 99 sur PS1, le faisait déjà. Mais malheureusement j'ai découvert ce jeu trop tard pour l'inclure à cette liste, donc au moins voilà, il est mentionné. Avec ces 2 jeux, moi le feeling que j'en ai, c'est pas que j'ai l'impression de faire du vélo. Pour Descenders, j'ai avant tout l'impression de jouer à un roguelite, qui en fait aurait pu être n'importe quel véhicule, pas forcément du vélo. Et pour Lonely Mountains Downhill, j'ai plus l'impression de jouer à un platformer physiqué ultra exigeant, plutôt que vraiment un jeu de VTT à la montagne. Malgré leurs nombreuses qualités, je suis donc resté un peu sur ma faim lors de ma découverte du revival du jeu de vélo de 2019, au point où j'ai commencé à me remettre un peu en question.
parce que si on prend un peu de recul, c'est vraiment hyper abusé d'être aussi enthousiasmé par Mountain Bike Adrenaline, un jeu qui s'est pris un 2 sur 20 sur jeuxvideo.com, qui de l'aveu même de son créateur a une physique toute pourrie et un gameplay foireux, que de ces deux jeux qui ont remis le vélo sur le devant de la scène vidéoludique, qui font plutôt l'unanimité et dont je vois les qualités évidentes, mais sans pour autant être aussi emballé que ça. Ça a commencé à me faire dire que peut-être ce qui m'intéressait dans le fait d'entreprendre l'exploration des jeux de vélo au fil des années, c'était de voir comment les développeurs arrivaient avec des ressources limitées à donner une sensation de conduite de vélo dans toute sa multiplicité, dans tous ces contextes différents qu'on a mentionnés encore et encore dans cette vidéo. Par exemple, Courrier Crisis, dans sa volonté de nous mettre dans la peau d'un coursier à vélo, a de ce fait dû créer des quartiers entiers, tout en 3D, avec des passants, des véhicules civils, des systèmes pour simuler un semblant de vie, quelque chose qui était incroyablement rare en 97. Cycle Race Roadman, pour nous donner l'impression de faire partie d'une équipe, a designé certains des visages les plus mémorables de ma vie de joueur. Rien que Nicole avec son menton resplendissant restera gravé en moi pour toujours. Et donc tout ça, ça m'a simplement donné l'impression que maintenant que les limites techniques sont moins évidentes, les jeux de vélo récents avaient moins de choses à m'apporter, moins d'émerveillement, moins d'intérêt, moins de fun, tout simplement. Sauf que tout ça c'est faux. Le jeu suivant avait absolument tout pour me dégoûter à tout jamais des jeux de vélo, puisque à première vue il avait l'air développé pour que je le déteste. Donc très honnêtement je pensais que j'allais y jouer une petite heure, histoire de, et puis plus jamais y toucher. Mais en fait c'est lui qui a redonné un coup de pédale, si je puis dire, à mon intérêt pour cette vidéo, et qui m'a poussé à aller jusqu'au bout. Et ce jeu il vient d'un éditeur qui ne mérite probablement pas tout le bien que je vais en dire dans la partie suivante. Il s'agit d'Ubisoft. Comme pour tous les autres jeux ici, je vais analyser un peu Riders Republic. Je vais vous parler du développement, du contexte dans lequel il est sorti en 2021, de mon avis général. Mais je pense que tout ça c'est moins prioritaire que de vous partager mes premières impressions dessus qui, vous allez le voir, sont assez compliquées on va dire. Donc si vous le voulez bien, je vais vous faire un peu le résumé de ma découverte du jeu et ma réaction aux premières minutes. Le jeu nous accueille donc dans son menu principal avec une musique électro assez banale on va dire, puis en appuyant sur Start, on lance un temps de chargement de presque 1 minute qui débouche sur cette étrange cinématique. Alors, de ce qu'on m'avait dit sur Riders Republic, c'était que c'était un jeu de vélo avec quelques autres sports extrêmes, mais j'étais pas au courant qu'il y aurait des véhicules motorisés. Je veux dire, la pochette du jeu c'est ça, et il y a aucun moteur dans cette image, donc je m'attendais pas à être accueilli par des motos, et encore moins des mini-motos. Effectivement, Riders Republic étant un game as a service, donc un jeu qui a très envie que tu lui donnes ton argent. Le jeu démarre avec une cinématique mettant en avant un véhicule auquel j'avais littéralement pas accès sans repasser à la caisse. Ce qui est une façon assez catastrophique d'accueillir son joueur, mais bon, passons. On continue avec le menu principal qui nous propose un mode zen, qui je suppose est un mode exploration solo, que j'ai pas exploré plus que ça, ainsi qu'un menu nouvelle partie qui cette fois lance la vraie cinématique d'intro, donc une cinématique plutôt sympa et assez sobre, qui présente un peu les environnements du jeu, donc de la montagne, des ruisseaux, du désert, et nous plonge directement dans un tuto pour nous apprendre un peu les mécaniques. Dans ces premières secondes manette en main, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. D'un côté, on a assez facilement les animations de cyclistes les plus détaillées, les plus fluides et les plus organiques de tous les jeux auxquels on a joué ici. Il suffit de voir comment notre personnage réagit à plusieurs mouvements en même temps. Par exemple ici où je freine et tourne en même temps. Le personnage compense bien le mouvement du vélo avec son corps, c'est quand même plutôt impressionnant. Donc ça c'est l'impression visuelle qui est franchement pas mal du tout. Mais le game feel, lui, m'a directement posé problème. En fait, très rapidement, j'ai eu la sensation de jouer à un espèce d'Assassin's Creed sur vélo. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir l'impression de piloter moi-même le vélo, le gameplay était bourré d'automatisation de partout pour que ça ait l'air stylé, mais pas particulièrement grâce à moi.
L'élément le plus parlant de cette méga automatisation, c'est le très étrange système de tricks. En gros, n'importe quelle touche de face, donc A, B, X ou Y, permet de charger et d'enclencher un saut. Et une fois en l'air, c'est également l'une de ces 4 touches, ou parfois une combinaison de ces 4 touches, qui lance le trick en question. Alors, c'est pas totalement nouveau en soi, hein, sauf que ces tricks incluent également des backflips, ce qui veut dire que lors des sauts, les touches haut et bas ne servent à rien, ou alors ajoutent un tricks en plus plutôt que nous permettre de contrôler notre personnage en l'air, et donc tout le concept d'un saut à vélo est totalement supprimé au profit d'une touche qui fait tout. Et ça donne une sensation hyper bizarre de tout simplement ne pas pouvoir rater un trick. D'autant que, par exemple, pour faire un backflip avec la touche A, notre personnage en fera automatiquement 1, 2 ou 3 selon le temps qui lui reste en l'air. Donc on n'a même pas le contrôle sur le nombre de tricks qu'on fait en l'air. Au niveau de la sensation elle-même, ça m'a un petit peu rappelé la fameuse cat physics de l'excellent Onrush, un système qui permettait à notre voiture de retomber sur ses roues pour peu qu'on ait pris un tremplin avec le bon angle. Pas de bouton à presser, hein, c'est juste une petite aide pour garder l'action fluide et éviter les frustrations liées à des éléments de physique qui ne sont pas sous le contrôle du joueur. Et écoutez bien comment les développeurs de Onrush parlent de cette fameuse cat physics. We want the player to be landing on their wheels most of the time. Because, again, we don't want that frustration. We don't want that kind of like, barrel rolled and I wrecked again and I'm getting frustrated now. We want you to land on your wheels and off you go. You can mess it up if you get the timing wrong or you boost at the wrong time. Yeah. But we want the players to be able to, fling themselves off ramps and tubes and things and generally land on their wheels. Leur philosophie, c'était donc de faciliter les sauts pour fluidifier l'action, mais surtout pour mettre en avant les autres éléments du gameplay. Donc la vitesse, les collisions, les sensations, etc. Et personnellement, je peux vous dire que faire une vrille dans Onrush, c'est incroyablement satisfaisant, notamment parce que ça arrive au milieu d'un chaos ambiant et donne l'impression qu'on s'en est sorti de peu, quand bien même ce sont en fait les développeurs qui nous ont donné un petit coup de pouce, on va dire. Dans Riders Republic, la philosophie est totalement opposée. Les tricks en l'air ne sont plus un dommage collatéral du fait d'aller vite, ils sont un bouton sur lequel le joueur appuie sciemment pour gagner des points, gagner des trophées ou être stylé tout simplement. Mais du coup, casser le risque de tomber, ça casse également tout le concept de faire des tricks en l'air, puisque dans n'importe quel autre jeu, l'idée c'est d'évaluer combien de temps il nous reste en l'air et combien de tricks on peut faire dans ce temps imparti. Donc visuellement c'est assez stylé, mais en termes de sensations pures, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette première approche de Riders Republic, qui m'a un peu donné l'impression d'être une grosse fraude à faire des trucs de ouf, des vrilles, des backflips, des gauches double Misty 1080, alors que dans les faits, j'appuyais juste sur un bouton. Ajoutez à ça une physique des collisions franchement pas terrible. Là par exemple dans cet extrait ça fait 15 secondes que j'ai lancé le jeu et je me prends un mur à 70 km/h sans broncher. Ça m'a directement mis un peu sur la défensive vis-à-vis de Riders Republic. Après le tuto vélo, on a un tuto ski qui se contrôle exactement comme le vélo pour le coup, mais cette fois avec tout un tas d'autres personnes autour qui sont en ski, en snowboard, en wingsuit. C'est un espèce de gros bordel, mais bon c'est pour donner un côté un peu festif à cette intro, donc ok, pourquoi pas. Une fois les tutos terminés, le jeu nous propulse dans un hub qui je crois est censé nous montrer que le jeu est une sorte de MMO, sauf que pour une raison que j'ignore, mon serveur était complètement buggé et les autres personnages qui il me semble devaient être des fantômes de vrais joueurs étaient figés sur place dans une animation infinie. Pourquoi tout le monde est à l'arrêt? Est-ce que je me suis déconnecté ou... Pas normal ça? C'est normal ça? Évidemment, ça donne direct un côté jeu pas fini, mais en plus ça m'a mis dans une ambiance de gros malaise, comme si j'étais perdu dans des limbes, dans un liminal space créé par Ubisoft. C'était presque angoissant. Mon bug préféré de tout ça, c'était cette roue de vélo qui a l'air de pédaler son cycliste. C'est aussi drôle que métaphysique. Ou encore cette roue avant qui s'en va rejoindre ses pairs dans le paradis des roues. C'est incroyable, mais qu'est-ce qui... Wow! Attends, il y a une roue qui s'est envolée là? Wow! Il y a la roue qui s'en va. Il y a le porte-roue qui s'est... Qu'est-ce que c'est ça?
Le jeu s'ouvre enfin vraiment et on découvre un peu la boucle de gameplay qui se sépare en 3 parties. La première, c'est une sorte de mode carrière solo dans laquelle on doit faire des épreuves plus ou moins dans un ordre prédéfini et qui est séparée par véhicule. Donc à part certains événements spéciaux, on a une carrière pour le vélo, on en a une autre pour le snowboard, une pour le skate, etc. Le second aspect du jeu, c'est son exploration, dans une map absolument gigantesque qui est un espèce de condensé de plusieurs parcs nationaux américains collés les uns aux autres. Alors dans l'exploration, on a plusieurs choses, on a des collectibles, on a des points de vue qui sont l'équivalent des tours de Assassin's Creed et qui permettent de dévoiler la map petit à petit, des défis en solo, d'autres en multijoueur, etc. Et enfin, on a le mode le plus absurde de Riders Republic qui est le mode Mass Race. Toutes les 20 minutes apparaît une notification qui nous propose donc une Mass Race qui est une série de 3 courses jusqu'à 64 joueurs et qui exige de passer d'un véhicule à un autre au sein d'une même course. Et alors si vous avez bien suivi cette vidéo, ça va peut-être vous rappeler un autre jeu de cette liste, Sega Extreme Sports, qui avait exactement ce concept-là, avec quasiment les mêmes véhicules d'ailleurs. Sauf qu'évidemment, dans Sega Extreme Sports, on avait seulement 4 coureurs, des transitions entre les véhicules, de la musique on va dire assez calme pour un jeu de course. Donc quand on transpose tout ça à 64 coureurs en multijoueur avec une transition instantanée entre les véhicules, ça donne ce qui est peut-être la course qui a le plus mis à mal mes sens de toute ma vie. C'est parti pour... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Non vraiment, je pense sérieusement que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bordélique dans un jeu vidéo. Je pense que le seul truc qui s'en rapproche un tout petit peu, c'est quelque chose de très très spécifique. Un mode multijoueur pour Super Mario 64 dans lequel on peut jouer à 100 joueurs en même temps. Franchement, les deux ont totalement la même vibe. Le jeu a également un système de rewind qui permet de revenir en arrière quand on se crash au moment exact où on veut réapparaître, ce qui est plutôt un bon moyen d'éviter que le jeu nous propose des respawns incohérents comme ça arrive très souvent dans les jeux de course. Mais malheureusement moi sur cette toute première course, ce système de rewind je le maîtrisais pas du tout, donc ça a bien rajouté au bordel ambiant et à cette sensation que j'étais bloqué en enfer. Non, backtrack. Recommencer ici. C'est peut-être les pires 5 minutes de jeu de toute ma vie. Alors on pourrait croire que c'est le moment où c'est bon, j'ai eu mon compte, je passe à autre chose, ce jeu est pas pour moi. Mais cette course qui s'est déroulée dans un chaos absolu était quand même assez rigolote et je me suis dit que dans un autre jeu qui n'aurait pas tous les éléments insupportables qu'on a cités jusqu'ici, ça aurait pu être une course enthousiasmante, jusqu'au boutiste dans sa proposition et qui aurait pu me plaire dans un autre contexte on va dire. En plus de ça, à ce moment-là de ma découverte du jeu, j'avais vraiment vu très peu de choses du monde ouvert et très honnêtement, il donnait un petit peu envie de l'explorer et de le parcourir, d'autant plus à vélo. J'ai donc décidé de m'accrocher un peu à Riders Republic et de me détacher de cette première impression, mais pas de façon inconditionnelle. L'idée c'était donc de mettre le doigt sur tous les aspects insupportables du jeu et trouver une façon soit de les améliorer, soit de les gommer totalement. Et on a de la chance parce que pour le coup les menus de Riders Republic sont très bien fournis pour personnaliser son expérience de jeu. Voilà donc les points que j'ai identifiés et à améliorer absolument pour rendre le jeu plus acceptable. Alors déjà en premier point on a les autres joueurs. En dehors du mode Mass Race, moi voir tous ces gens de partout ça m'intéresse pas du tout et ça pollue totalement les visuels du jeu. Et la plupart des gens qu'on voit de partout ce sont même pas d'autres joueurs, ce sont en gros leurs fantômes qui errent sur la map et qui servent à peu près juste à nous rappeler qu'on joue en ligne. Par exemple sur la map là, toutes ces petites icônes blanches qui grouillent veulent nous faire croire qu'il y a des millions de joueurs en simultané. Mais non pas du tout, ce sont vraiment juste des fantômes. Et heureusement il y a une option pour rester en ligne mais désactiver ces fantômes, donc bien sûr hop on désactive. En ce qui concerne les musiques qui sont pas trop à mon goût, il y a une petite subtilité. Voyez-vous un petit peu partout sur la map il y a ces petits musiciens là qui font de la guitare au milieu de nulle part et quand on tombe sur eux ça donne des moments assez magiques qui donnent envie de rester et regarder l'horizon accompagné d'une douce mélodie.
Sauf que si on met la musique à 0, ça coupe aussi le son de leur instrument et d'un coup le moment est moins magique et même beaucoup plus gênant. Il existe une option pour désactiver les musiques à licence et effectivement, c'est la meilleure option pour jouer sans musique. Le seul problème, c'est qu'elle ne désactive pas la musique de la notification des Mass Race. Donc je me suis pris plusieurs jumpscares à regarder tranquillement l'horizon et profiter du calme, tout ça pour qu'une musique vienne briser le silence et me faire sursauter. Yo, ça va? Prépare-toi à vivre la folie des Mass Race! Mais en termes d'options, j'ai pas mieux, donc on fera avec. Bon, il y a d'autres soucis avec le jeu, pour lequel on peut tout simplement rien faire. On a la map qui est pas toujours pratique, certains bugs assez étranges aussi. Ici, par exemple, dans le menu pause, au tout début de ma partie, je voyais mon personnage faire ces étranges mouvements de mime là, et je trouvais ça assez marrant, presque un peu expérimental, très audacieux de la part d'Ubisoft de faire des menus aussi bizarres. Tout ça pour découvrir des heures plus tard que en fait pas du tout. Juste dans le menu, notre avatar a des animations aléatoire avec son vélo dans les mains et plus tôt dans le jeu le vélo avait tout simplement pas chargé la première fois que j'étais allé dans le menu. À ce moment là il était particulièrement mystique. Petite pensée au passage à David Léopold qui pouvait faire tenir son vélo sur son menton. Il aurait mérité que cette petite pirouette soit dans le menu de Riders Republic. Leo is a modest man, he really is. But when it comes to his own standing in his perilous occupation, this is as modest as he can be. Et le plus gros souci évidemment qu'il n'est pas possible d'améliorer, c'est le feeling automatisé du vélo en lui-même, avec notamment ces tricks qui donnent l'impression de se faire tout seul et de ne pas avoir le contrôle dessus. Mais attendez, c'est quoi ce menu ? Mode atterrissage, contrôle aérien vélo ? Alors ok, à ce moment-là du jeu, ça faisait 2 heures que je jouais et j'ai découvert qu'on pouvait désactiver à peu près toutes les assistances dont je me plaignais plus tôt, notamment pour l'équilibrage du vélo, les tricks automatiques aussi, et sans non plus tout changer de fond en comble, et grâce à ça, on a un beaucoup plus gros contrôle sur notre vélo dans les airs et les tricks représentent enfin un vrai challenge. Bon alors, maintenant qu'on a coupé la musique, les milliards de fantômes inutiles, qu'on a viré certaines notifications pénibles, qu'on a activé le gameplay et qu'on a mis le jeu à la première personne pour plus d'immersion, est-ce qu'on a enfin un jeu acceptable ? Alors je vous laisse un peu juge de ce que vous avez vu là, mais personnellement je trouve l'expérience juste incroyable. Soulagé de toute sa pollution sensorielle, Riders Republic devient, et je dis ça sérieusement, l'expérience immersive de voyage à vélo ultime. Alors ça vient pas que de tout ce que j'ai désactivé plus tôt, puisque j'ai aussi décidé de jouer au jeu très différemment. Je me suis simplement interdit d'utiliser le voyage rapide, ce qui veut dire que j'ai exploré l'intégralité de la map quasiment en temps réel, ce qui m'a donné un sentiment de voyage assez extraordinaire, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que comme on en avait parlé plus tôt, ce condensé des parcs naturels américains est assez fabuleux, et voir les environnements changer petit à petit au fil des kilomètres avalés est absolument grisant. D'autant plus si, comme moi, vous vous forcez à changer de vélo selon le type de route que vous traversez. Par exemple, ici, Bryce Canyon est doté de pas mal de routes goudronnées, ce qui est parfait pour utiliser un vélo de route avec son cliquetis signature. Ou encore là, autour de ce village dans les hauteurs de Mammoth Valley, qu'on traverse en VTT avec le bruit des pneus crantés qui viennent écraser la neige. Et l'autre élément qui fait de ce jeu le voyage ultime à vélo, c'est étonnamment le rapport aux autres joueurs. J'ai longuement hésité à activer le mode chill qui supprime tous les autres joueurs de la map, donc qui est une sorte de mode solo,
et je suis très content de pas l'avoir fait. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les fameux fantômes, les seules personnes qu'on croise dans ce monde ouvert, outre les fameux musiciens qui font de la guitare, ce sont les autres joueurs éparpillés dans le monde. Et autant dans les grands axes on en croise parfois, autant quand on est perdu au fin fond d'une forêt de séquoia, les rencontres se font très rares. À ceci près que par-ci par-là, aux quatre coins de la map, se trouvent des lieux de rencontre, souvent des sortes de dômes ou de stades dans lesquels les groupes d'amis se rejoignent pour faire des tricks ensemble. Et il y a quelque chose d'assez fou dans le fait de passer plusieurs heures seul dans la forêt ou dans la montagne, voir ces stades illuminés au loin, s'en rapprocher et voir une dizaine de zigotos faire des tricks ensemble. J'ai même eu l'occasion d'avoir quelques interactions avec ces autres joueurs qui me donnaient des conseils, des suggestions. Bref, ça a rendu l'aspect multijoueur du jeu absolument unique. Je suis passé d'un sentiment de dégoût vis-à-vis des autres joueurs à de l'émerveillement, vraiment, quand je croisais une autre personne. C'est assez dingue. Le sentiment que j'ai eu parfois de pure exploration et qu'on a normalement que en randonnée dans la vraie vie, je l'ai eu dans aucun des autres jeux de cette liste. C'est assez incroyable qu'il ait fallu que je désactive tout ce bordel avant d'y avoir accès. C'est d'autant plus incroyable qu'en faisant ça, mon expérience m'a énormément rappelé un autre jeu, également un jeu de sport extrême, également en monde ouvert, et développé par le même studio. C'est le jeu Steep, sorti en 2016, et donc développé aussi par Ubisoft Annecy. Ubisoft Annecy, à la base, c'est un studio support de Ubisoft qui s'est occupé notamment des fameux modes multijoueurs de Splinter Cell Pandora Tomorrow ou encore d'éléments spécifiques de Assassin's Creed et de The Division, et qui développe donc leur premier jeu en tant que studio principal en 2016 avec Steep. C'est un jeu de sport extrême centré sur les sports de montagne, le ski, le snowboard, le parapente aussi, et qui était marketé à l'époque comme un jeu made in the Alps, donc créé dans les Alpes. Donc étonnamment, le studio en lui-même faisait carrément partie des arguments de vente de Steep, une sorte de façon de montrer qu'une forme d'authenticité, de réalisme, d'honnêteté d'un jeu qui se passe à la montagne ne pouvait émaner que d'un studio qui se trouve lui-même au cœur de l'une des chaînes de montagne les plus importantes au monde. Pour créer ces montagnes dans Steep, on n'a pas cherché l'inspiration très loin. On est à Annecy, le studio est au pied de la chaîne des Aravis, donc voilà, juste derrière nous on le voit. Et le résultat, c'est que Steep, c'est un jeu intrinsèquement atmosphérique, qui met en avant l'ambiance, la solitude, le sentiment d'immensité qu'on ressent lorsqu'on est seul face à certaines des merveilles naturelles les plus impressionnantes de toute la planète. Et ça se retrouve un peu dans tout le jeu, mais surtout dans deux éléments qui personnellement m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est cette bande originale fabuleuse, sorte de rock progressif extrêmement enthousiasmant, dans laquelle chaque montagne a son propre thème musical et nous met dans une ambiance particulièrement atmosphérique. Le second élément, ce sont ces espèces de petites scènes scénarisées dans lesquelles notre but, c'est de dévaler un flanc de montagne spécifique accompagné d'une voix off interprétée par la montagne elle-même qui ajoute un côté presque mystique, légendaire, éternel à ce qui est pourtant un simple jeu de glisse, comme il y en a eu des centaines avant. Va, explore, balade-toi et découvre les nombreux secrets cachés sur mes terres, car elles sont désormais ton utopie personnelle. Et donc à la sortie de Riders Republic, pas mal de gens le voyaient un peu comme une sorte de Steep 2 et effectivement quasiment toute la construction des deux jeux est extrêmement similaire, sauf que du coup sans passer 10 minutes dans le menu, l'ambiance, l'enrobage des deux jeux n'a absolument rien à voir pour le coup. Il suffit de comparer les deux menus principaux et je sais pas vous, mais pour moi entre les deux il n'y a pas photo. Riders Republic a également reçu pas mal de critiques négatives de joueurs qui s'attendaient à un Steep 2, tout simplement parce que c'est très
très évident que tout le gameplay était pensé avant tout pour le vélo et que les autres véhicules sont beaucoup moins creusés, que ce soit dans leur physique ou dans leur maniement. Alors évidemment, dans le contexte de cette vidéo, cette critique est pas très pertinente, vu que ce que je recherchais moi c'était un jeu de vélo, mais si on ajoute à ça une ambiance de base franchement que moi je trouve assez dégueulasse, Riders Republic a été assez repoussant pour pas mal de gens. Pourtant, à bien des égards, il a réussi à retranscrire plusieurs des ambiances que je recherchais avec ce projet. Si on veut le côté road trip randonnée à rythme lent entre copains, on l'a. Si on veut avoir le sentiment de dévorer des kilomètres sur du bitume, c'est possible aussi. Si on veut l'excitation de rouler à toute allure dans une forêt en risquant sa vie, ça marche également. Donc malheureusement, malgré tout ce que j'ai pu en dire, je suis un peu obligé de m'incliner. Riders Republic m'a vraiment donné le sentiment, les sensations de vélo ultime. Riders Republic est sorti il y a 5 ans, et depuis j'ai l'impression que le vélo dans le monde vidéoludique n'a jamais été aussi présent. Pas forcément parce que le nombre de jeux de vélo est aussi élevé que sur PS2, mais parce que j'ai l'impression que c'est un véhicule qu'on retrouve maintenant dans plein de contextes différents. En 2023, on a eu Season A Letter to the Future, une sorte de road trip pré-apocalyptique tout lent, tout doux, à l'écriture particulièrement réussie j'ai trouvé, dans lequel le vélo est utilisé comme un moyen de rencontrer les derniers humains sur Terre et de passer un moment avec eux. Un peu plus tard, Parcel Corps s'est placé comme une suite spirituelle à Courier Crisis avec une pointe de Jet Set Radio. Malheureusement, dans celui-ci, l'écriture est plutôt catastrophique et le manque de finition est assez évident. Oh. Ah, ok, ils ont même pas mis de mur. Ah. Oh. Je suis bloqué à toucher. J'ai juste roulé, j'ai rien fait. Récemment, j'ai aussi pu tester Wheel World, une sorte de jeu de course à monde ouvert légèrement mystique, étonnamment développé par le créateur de Nidhogg. Bon, globalement, ça n'a rien à voir, mais le sens artistique, lui, il est bien présent. Et ça, c'est juste des jeux auxquels j'ai joué. J'ai vu passer plein de petits jeux de vélo de toutes parts, des simulateurs de VTT, des jeux de guerre avec des vélos dedans. Bref, dans 40 ans, je suis sûr qu'on aura à nouveau de la matière pour faire une suite à cette vidéo. Et au moment de conclure ce voyage au sein de ces 40 dernières années de jeux de vélo, je peux pas m'empêcher d'essayer de décrire pourquoi est-ce que me lancer dans ce projet m'a attiré à la base. Alors oui, parce que je suis un cycliste au quotidien, parce que c'est rigolo de retrouver ces sensations qui me plaisent tant dans des jeux vidéo, mais je crois que ce qui m'a encore plus attiré là-dedans, c'était d'entrevoir tout ce qui était autour du vélo lui-même. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos, il y a un point commun qui est relativement évident, je pense, à tous les jeux que j'ai traités jusqu'ici. Que ce soit mes documentaires sur A Normal Lost Phone ou Enterre-moi mon amour, qui sont 2 jeux qui racontent une histoire se déroulant au travers de discussions sur un téléphone, ou plus récemment mes analyses de Mafia Premier du nom et Fight Night Champion, la similarité entre tous ces jeux, c'est qu'ils se déroulent dans notre monde, dans notre réalité. C'est pas de la science-fiction, de la fantasy, du surnaturel ou de l'horreur. Non, ce sont juste des jeux qui essaient de raconter des choses extraordinaires en utilisant l'ordinaire autour de nous. Et un marathon de jeux de vélo sur 40 ans, c'est l'assurance de découvrir plein de mondes différents qui sont au moins un peu proches du nôtre. Avant même de savoir quel jeu j'allais traiter, je savais déjà quels sentiments je voulais rechercher. Et ces sentiments, on les retrouve dans tout un tas de choses de la vie, des films dans lesquels le vélo est présent, du sport à la télé, du sport dans la vraie vie, dans notre quotidien, si on fait du vélo pour aller au travail par exemple, mais aussi dans nos souvenirs, parce que si en tant qu'adulte vous savez faire du vélo, c'est qu'un jour vous avez appris à en faire. Stop wasting your time, stop wasting time. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce projet. Parce que quand les développeurs de Paperboy ont décidé de faire un simulateur de facteur à bicyclette, ils ont dû créer tout un quartier avec quelques semblants d'histoire, de personnages qui ont leurs propres relations, leurs propres rapports de force aussi.
Quand ESPN Extreme Games veut varier ses environnements, il s'appelle pas désert, plage et ville, parce que on fait pas du vélo dans des endroits aléatoires, on le fait en randonnée, sous le soleil de l'Utah, dans les vignes romaines ou dans les rues vallonnées de San Francisco, et c'est comme ça que les maps s'appellent dans le jeu. Quand Frank Sauer a voulu créer des textures de sol dans Mountain Bike Adrenaline, il a pas pris des photos libres de droit sur internet, il a mis un appareil photo sur un ballon gonflable pour reproduire de vraies textures près de chez lui. Bref, c'est une logique applicable à tous les jeux de cette liste, et malgré la quantité de développeurs, de consoles, de gameplay, d'époques et même de types de jeux différents, tous les jeux de cette vidéo ont le même but, celui de reproduire un vrai sentiment, un sentiment de la vraie vie, un sentiment à la fois unique et multiple, être sur deux roues, le vent sur le visage, roulant à travers un environnement aussi familier que dépaysant.